Je déteste te dire ça, mais les mini-carottes n'existent pas. Ces mignonnes petites carottes qui sont vendues dans les supermarchés sont en fait des carottes ordinaires qui ont été coupées à cette taille bébé. On pourrait penser que les ours en gélatine parfumés à la fraise devraient être rouges ou roses, non? Eh bien, désolé de te le dire, mais ils sont verts. Le riz brun et le riz blanc sont le même produit. La variété blanche commence comme le riz brun, mais certaines parties sont enlevées par la mouture, ce qui donne au riz sa couleur blanche. Cela permet de le conserver plus longtemps, mais réduit en même temps sa valeur nutritive. En parlant de riz, il a servi à construire la Grande Muraille de Chine. Les constructeurs ont mélangé de la soupe de riz gluant avec de la chaux et ont obtenu du mortier de riz pour la construction. Il était plus solide et présentait une meilleure résistance à l'eau que le mortier de chaux ordinaire. Grâce à la soupe de riz, la Grande Muraille a pu tenir pendant des siècles malgré les conditions climatiques. Tu as trouvé une barre de chocolat oubliée depuis longtemps au fond de ton bureau. Miam, quelle bonne surprise! Mais lorsque tu l'ouvres, tu hésites. Il y a une sorte de pellicule déplaisante dessus. Mais ne t'inquiète pas, tu peux la manger sans danger. C'est simplement que la graisse ou le beurre de cacao, utilisé pour fabriquer le chocolat, s'est séparé du reste de la tablette à cause de la chaleur. En refroidissant, elle a créé cette pellicule blanchâtre. Le goût peut cependant être un peu différent. Il est donc préférable de l'utiliser pour cuisiner. Et tu pourras peut-être mieux te contrôler que moi. Les avocats ne peuvent pas mûrir lorsqu'ils sont encore sur l'arbre. Si on ne les cueille pas, ils tomberont tout simplement de la branche alors qu'ils ne sont pas encore mûrs. Par contre, une fois cueillis, ils deviennent tendres et savoureux comme on les aime. Cela arrive à cause de la production d'éthylène par le fruit lui-même après la cueillette. Ce phénomène est inhibé lorsque l'avocat est encore sur l'arbre. Les tomates vendues en supermarché n'ont souvent pas trop de saveur. Cela est dû à la façon dont elles sont cultivées et stockées par la suite. Les tomates sont récoltées lorsqu'elles ne sont pas encore tout à fait mûres, et elles mûrissent dans les conteneurs de transport et sur les étalages des magasins. Mais si elles sont stockées à des températures inférieures à 5 degrés, alors qu'elles ne sont pas encore totalement mûres, elles perdent beaucoup de leur saveur. Pour qu'elles restent goûteuses, il est préférable de conserver les tomates en dehors du réfrigérateur. Le miel est probablement le seul aliment qui ne peut littéralement jamais périmer. S'il est correctement fermé sans aucun apport d'air, il peut durer des milliers d'années et être encore comestible. Le plus vieux pot de miel jamais trouvé avait 5500 ans. À côté de la momie de Winnie l'ourson. Non, je plaisante. Alors que le chocolat noir et le chocolat au lait ne soulèvent aucune question, leur cousin blanc n'est pas du tout du chocolat. Il ne contient pas de poudre de cacao. Qui fait du chocolat? Eh bien, du chocolat. La version blanche est faite de beurre de cacao mélangé à du sucre et à un arôme, généralement de la vanille. Les cacahuètes sont plus proches des petits pois que des noix. Ce sont des légumineuses, le type de plante qui comprend les petits pois, les pois chiches et les haricots. Les noix de cajou ne sont pas non plus des noix, ce sont des graines qui sont récoltées sur des fruits assez gros. On peut en dire autant des amandes, des noix de pécan et des pistaches. Lorsque tu achètes des sushis avec de la chair de crabe, tu ne reçois pas de crabe du tout. La substance rouge et blanche est ce qu'on appelle une imitation de crabe. Et c'est en fait une petite pâte faite de poisson. Son autre nom est surimi. À propos, le sushi était à l'origine un moyen de conserver le poisson. Il était stocké dans du riz fermenté, ce qui permettait de garder le poisson frais jusqu'à 1 an. Après cette période, on jetait le riz tandis que le poisson était cuit et mangé. Si tu as les larmes aux yeux lorsque tu coupes des oignons, il existe plusieurs façons d'éviter cela. La première consiste à mettre l'oignon au congélateur avant de le couper. Cela gèlera les molécules de la substance chimique qui te fait pleurer. Une autre méthode consiste à laver l'oignon dans de l'eau fraîche juste avant de le couper. Le froid et l'humidité qui restent sur l'oignon ne permettront pas à la substance chimique qui te fait pleurer d'atteindre tes yeux. Et la troisième méthode consiste à mettre une serviette en papier humide à côté de ta planche à découper. Le composé chimique sera attiré par la source d'eau la plus proche, qui est généralement tes yeux, mais dans ce cas, ce sera la serviette. La grande majorité du wasabi que nous mangeons n'est pas du vrai wasabi. Le vrai est très cher. Alors ce que nous avons est juste un mélange de réfort, de moutarde et de colorant alimentaire vert. Fais attention quand tu manges de l'ananas frais, car il peut littéralement te manger à son tour. Il contient une enzyme qui digère les protéines. Cette sensation de brûlure que tu ressens quand tu as mangé un peu trop d'ananas, voilà, c'est ça. Les macaronis au fromage étaient un plat très chic au XVIIIe siècle aux États-Unis. Les pâtes étaient importées d'Italie, ce qui les rendait très chères, et la fabrication du fromage demandait beaucoup de temps et d'efforts. Cela n'aidait pas non plus à rendre le produit moins cher. Seuls les plus riches pouvaient s'offrir un plat de macaronis au fromage, et il était servi dans les restaurants les plus chics comme un mets délicat.
En revanche, les huîtres, les homards et à peu près tous les autres fruits de mer étaient considérés comme de la nourriture de pauvres à l'époque. Les communautés du bord de mer se nourrissaient de ce qu'elles pouvaient attraper dans l'océan, et cela incluait les moules, les crabes et beaucoup d'autres choses que nous considérons comme très raffinées de nos jours. Waouh, je pense que si je mangeais des macaronis au fromage avec du homard en ce moment, ma tête exploserait. Revenons à la nourriture de riches. À l'époque médiévale, le poisson était considéré comme un cadeau digne d'un roi. Les monarques anglais étaient connus pour recevoir d'énormes brochets. Et même avant cela, dans l'Empire romain, le poisson comme le rouget était un mets délicat que les empereurs payaient avec de grandes quantités d'or. La chair du saumon d'élevage est naturellement grise. Les poissons sauvages mangent beaucoup de crevettes, ce qui donne à leur chair cette couleur rose-orange caractéristique. Les poissons d'élevage sont nourris avec un pigment végétal spécial pour obtenir le même effet. L'inventeur de la vaseline, Sir Robert Chesebro, prétendait en consommer 1 cuillerée par jour. Il a aussi demandé à son infirmière de l'en recouvrir de la tête aux pieds lorsqu'il est tombé gravement malade. Il s'est rapidement rétabli et a vécu jusqu'à 96 ans. Pendant tout ce temps, il a cru fermement aux propriétés miraculeuses de la vaseline. C'était un produit génial. Les oranges ont donné leur nom à la couleur que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'orange. Anciennement en anglais, on connaissait cette couleur sous le nom de jaune-rouge. Ce n'est que lorsque le fruit s'est généralisé en Europe que le mot qui signifiait sa couleur a vu le jour. Si tu veux observer de plus près une ruche, assure-toi de ne pas avoir de bananes sur toi. La phéromone qui pousse les abeilles à s'activer pour protéger leur foyer sent la banane. Tu risques donc de devenir leur ennemi numéro 1 si tu t'approches trop près. À une époque, le lait a servi comme matériau pour le plastique. Il était biodégradable et non soluble dans l'eau, et ne brûlait pratiquement pas. Mais il a ensuite été remplacé par du plastique à base de pétrole, car la variété à base de lait ne pouvait pas être moulée et devenait fragile avec le temps. De plus, le plastique à base de pétrole était beaucoup moins cher à produire. Le pound cake, pound signifiant livre en français, ou 4/4 en français, doit son nom au poids de ses ingrédients. À l'origine, il était fait avec 1 livre de beurre, 1 livre d'œufs, 1 livre de farine et, tu l'auras deviné, 1 livre de sucre. Et voilà, tu as bien tes 4/4. La pizza la plus chère que tu puisses acheter coûte environ 12 000 $. Elle peut uniquement être cuisinée par 3 chefs chez toi, et il faut 3 jours entiers pour la préparer. Est-ce que les chefs doivent dormir chez toi? Dans l'Égypte ancienne, les ouvriers étaient payés avec de la nourriture. Ils recevaient des radis, des oignons et de l'ail dans le cadre de leur salaire. Ces plantes étaient déjà connues pour leurs propriétés antibactériennes à l'époque, ce qui les rendait très précieuses. Bien que la couleur la plus courante des choux-fleurs soit le blanc, il existe également des variétés vertes, oranges et violettes. Ces dernières sont plus difficiles à cultiver que la blanche, mais ne sont pas très différentes de celles-ci par ailleurs. Quant au nombre total de variétés de choux-fleurs, il en existe plusieurs centaines. Pour tester facilement la fraîcheur des œufs, il suffit de les mettre dans un bol d'eau. Un œuf frais descendra rapidement au fond, tandis qu'un œuf pourri flottera. Le dernier arrivé au fond est... Il y a de plus en plus de cambriolages dans ton quartier. Et tu te demandes si ta maison pourrait être prise pour cible. Tu n'as pas de système de surveillance. Alors ce soir, tu poses du papier d'aluminium sur la poignée de ta porte d'entrée avant d'aller te coucher. Cela permettra de savoir si quelqu'un a essayé d'entrer chez toi pendant que tu dormais. Tu te réveilles le lendemain matin et tu vois que le papier d'aluminium est légèrement déchiré. Quelqu'un est passé par ici et il est certain qu'il reviendra. Une autre option consiste à mettre une tasse sur la poignée de ta porte. Lorsque la poignée tournera, la tasse tombera. Le bruit te réveillera et dissuadera probablement l'intrus. Tu dois te méfier si un ouvrier est passé chez toi récemment. Il t'a dit qu'il travaillait non loin et t'a demandé à utiliser tes toilettes. Tu as refusé et tu as regretté d'avoir été impoli sur le moment. Mais en réalité, tu as bien fait. Environ 60% des cambriolages aux États-Unis sont le fait d'une personne que tu connais ou que tu as déjà rencontrée. Cet ouvrier, en allant aux toilettes, aurait pu ajuster quelque chose dans ta maison pour faciliter son retour. Il a peut-être voulu jeter un œil à ton système de sécurité, vérifier les différentes possibilités d'entrée ou savoir si tu gardes des objets de valeur chez toi. Aujourd'hui, tu pars enfin en vacances. Tu dois préparer ta maison pour qu'elle ne soit pas la cible de cambrioleurs. Une boîte aux lettres pleine renseignera immédiatement un voleur potentiel. Demande à ton voisin de la vider pendant ton absence.
Une propriété bien entretenue est un signe que ses propriétaires sont toujours là. Ta pelouse est toujours tondue et tes haies taillées? Tu devras donc demander à quelqu'un de le faire pendant tes vacances. C'est l'hiver. La neige autour de ta maison pourrait informer des cambrioleurs que tu n'es pas chez toi. Demander à un voisin de faire des traces de pas dans ton allée pourra dissuader les personnes mal intentionnées. Certains types de haies sont très utiles pour empêcher les gens de pénétrer chez toi. Des arbustes à feuilles pointues sont une très bonne idée. Si une personne saute dans ton jardin et atterrit sur un buisson rempli d'épines, elle poussera immédiatement un cri de douleur. Tes voisins sauront tout de suite qu'il y a un intrus. Et les épines accrocheront aussi des fragments de tissu qui pourront plus tard servir de preuve. En préparation de ton voyage la semaine dernière, tu as ouvert et fermé tes rideaux à différents moments de la journée. Tu t'es assuré de le faire de manière irrégulière. Qu'il reste ouvert ou fermé n'a donc aucune importance. Ceci est au cas où quelqu'un surveillerait ta propriété. Les cambrioleurs prennent toujours le temps d'observer les maisons de certains quartiers avant de repérer les habitations vulnérables. Et ils détestent plus que tout les voisins vigilants. Ils se renseignent avant d'agir, et ils évitent les zones où l'on fait des patrouilles. Pourquoi ne pas en organiser une avec tes voisins? Éloigne tous les appareils électroniques coûteux des fenêtres afin qu'on ne puisse pas les voir de l'extérieur. Mets-les dans un placard ou dans une pièce fermée. Ne crains rien pour ta télévision. Elle est trop volumineuse et la voler est plus difficile. Les criminels s'intéressent davantage à ton iPad et à ta console de jeu. Mets tes bijoux et autres petits objets de valeur dans des boîtes et cache-les dans un endroit secret. La chambre des enfants est généralement une bonne cachette. Les cambrioleurs ont reconnu ne jamais y entrer, car les jouets n'ont que peu de valeur. Prends des photos de tous les numéros de série de tes appareils électroniques et fais un inventaire pour les assurer. 95% des effractions se font par la force. Tu ferais donc bien de consolider tes fenêtres et tes portes. Tu peux rendre la tâche encore plus difficile aux malfrats. Enlève tous les tabourets, chaises et échelles de ton jardin et mets-les dans ton garage. Ils pourraient aider les voleurs à accéder aux points d'entrée les plus élevés, comme les ouvertures pour climatiseurs. Ils passent très souvent par là, car on ne peut pas les renforcer et ils sont faciles à arracher pour pénétrer chez toi. Ne leur facilite pas la tâche en leur fournissant un escabeau. Les cambrioleurs peuvent défoncer une porte fragile en 1 minute. Un châssis en métal t'offrira une plus grande protection qu'un châssis en bois. Les charnières et la serrure doivent être assez solides pour résister aux coups de pied. Au bout d'un moment, ils laisseront tomber. La serrure est toujours un point faible, car elle peut facilement être crochetée par un voleur expérimenté. Grâce à un simple verrou de protection, tu peux être sûr que personne ne passera par là. Les charnières de ta porte de garage pivotent vers l'extérieur, ce qui la rend vulnérable. On peut y accéder en retirant simplement les goupilles. Remplace celles-ci par des goupilles sécurisées qui ne peuvent pas être retirées. Enfin, les portes basculantes des garages sont l'un des premiers points d'accès des cambrioleurs. Elles ne possèdent pas de verrou et on peut facilement les ouvrir. Fixe un cadenas sur le loquet qui la relie à sa glissière. Elle ne bougera pas. Si ta porte de garage ne te permet pas de le faire, perce un trou dans la glissière juste au-dessus du rideau métallique et place un cadenas. Les voleurs ont peur des chiens. Ils surveillent et gardent fidèlement ta maison. D'après une étude, la plupart des personnes cambriolées n'avaient pas de chien. Souviens-toi que les aboiements peuvent parfois réveiller tout un quartier. Mais tu n'as pas de toutou chez toi. Il te suffira cependant de placer une gamelle devant ta porte pour décourager les voleurs. Les cambrioleurs se sont adaptés aux technologies modernes. 4 criminels sur 5 utilisent les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Google Maps pour choisir leur cible. Si tu partages une photo où figurent les clés de ta maison, un cambrioleur pourra zoomer et prendre les mesures exactes pour créer un double. Assure-toi que ton réseau sans fil est sécurisé et utilise un mot de passe complexe pendant ton absence. Les voleurs ne s'intéressent pas seulement aux objets que tu possèdes. Tes mots de passe et codes d'accès sont vulnérables avec un réseau mal sécurisé.
Et prends garde aux logiciels de surveillance et autres virus d'hameçonnage. Tu as aussi la possibilité de bloquer complètement la vue de ta maison sur Google Maps. Tape l'adresse de ta maison, cherche ta résidence dans l'image, appuie Options et sélectionne Signaler un problème. Une page avec une image de ta maison s'affichera. Tu pourras alors placer un carré rouge pour couvrir ta propriété. Demande que l'image soit floutée sous l'option Ma maison et saisis ton adresse exacte. Le traitement de ta demande prendra quelques jours. Ne laisse pas la radio allumée pendant ton absence. Ça ne sert à rien. Lorsqu'ils surveillent ta maison, les voleurs prêtent attention au son de la radio et de la télévision. S'ils remarquent que tes appareils ne sont jamais éteints, ils sauront qu'ils peuvent entrer sans crainte de tomber sur quelqu'un. Une meilleure option pour te protéger est de créer ton propre enregistrement audio. Des sons d'ambiance diffusés de manière irrégulière tout au long de la journée. Avec des bruits de pas, des conversations et un chien qui aboie. Laisser tes lumières allumées ne sont pas non plus une bonne idée. Les cambrioleurs remarqueront plus facilement ta maison, surtout la nuit. Et en plus, tu recevras une facture d'électricité vraiment salée. Tu es sur le point de partir en vacances et tu dois sortir les poubelles. Si tu as de grands cartons, plie-les afin qu'ils rentrent dans ta poubelle. Cache tout ce qui pourrait indiquer que tu as des objets de valeur chez toi. Un dernier coup d'œil, toutes les portes sont verrouillées et les fenêtres sont fermées. Tu vas enfin pouvoir profiter de ton voyage. Mais pendant que tu t'amuses dans ton lieu de vacances, garde des photos sur ton téléphone jusqu'à ton retour. Tu auras le temps de les partager avec tes amis. Si tu partages tes photos pendant ton absence, tous ces préparatifs auront été inutiles. Tous les criminels de la région sauront que tu es parti. Tu te promènes dans un parc et tu t'arrêtes, car tu tombes sur le plus mignon des chiots. En l'admirant, tu remarques un collier rouge et tu te souviens que le rouge est le signe universel pour dire stop. Dans le monde entier, on peut voir cette couleur sur les panneaux et les feux de signalisation. Ce mignon petit chien est un de ceux dont tu ne devrais pas t'approcher. Un collier rouge sur un chien signifie que l'animal peut être agressif et qu'il faut lui laisser de l'espace. Les chiens sont plus susceptibles de mordre ou de se jeter sur les passants ou les autres chiens. Tu peux trouver cela difficile à croire, étant donné que le chien peut avoir l'air heureux quand tu le vois avec son maître. Et tu as raison, il est probablement ravi, car il aime son maître. Mais il peut aussi être trop protecteur envers lui. Il est aussi possible que le chien soit un chien d'assistance, même si dans ce cas, il devrait porter un gilet avec la mention « soutien émotionnel » ou « chien d'assistance ». Oh, et souviens-toi de 3 mots importants. Ne pas caresser. Tous les propriétaires de chiens ne choisissent pas d'utiliser le code couleur avec leurs animaux. Il est davantage utilisé dans les environnements professionnels. Par exemple, si un chien doit travailler sur la détection d'odeur, il a probablement mieux à faire que de se faire gratter le ventre par des inconnus. Son collier rouge doit donc te servir d'avertissement. Les chiens ont jusqu'à 300 millions de récepteurs olfactifs dans leur nez. Les humains, quant à eux, en ont à peu près 6 millions. Cela signifie que l'odorat de nos amis à 4 pattes est environ 50 fois meilleur que le nôtre. La zone du cerveau d'un chien consacrée à l'analyse des odeurs est environ 40 fois plus grande que la nôtre. Les chiens sont attirés par les nouvelles odeurs. Il y a de fortes chances qu'ils préfèrent une séance de reniflage à ta proposition de grattage de ventre. Cela pourrait carrément les agacer. Maintenant, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à d'autres choses qui peuvent agacer ton chien? La première pourrait te vexer et être difficile à accepter. As-tu déjà remarqué que ton chien se fige parfois de terreur lorsque tu veux le prendre dans tes bras? Tu t'es déjà demandé pourquoi? Les chiens n'aiment tout simplement pas être enlacés. Des recherches ont montré que tu ne dois jamais contraindre ton chien, ce qui est exactement ce qui se passe lorsque tu le prends dans tes bras. Si ton chien le réclame, alors ok, mais sinon, une caresse sur la tête suffira. Personne n'aime rentrer chez soi en trouvant son nouveau canapé mâchouillé et en lambeaux, ou découvrir que ses chaussures toutes neuves sont bonnes à jeter. Mais il y a une chose que tu ne dois pas faire, crier sur ton chien, même s'il a mâchouillé tes chaussures préférées. Crier ne fait que rendre le chien confus. Il peut simplement penser que tu aboies sur lui et commencer à se demander ce qui est arrivé à son maître. Certes, ses yeux de chiot sont irrésistibles, mais essaye de ne pas les fixer trop longtemps. Un contact visuel prolongé peut être une autre forme d'agression pour nos fidèles compagnons. Cela s'explique même à ton propre chien, qui peut être effrayé par une attitude aussi sérieuse.
C'est particulièrement vrai avec les chiens étrangers qui peuvent être stressés ou mal à l'aise en ta présence. Essaye de te distraire de leur regard en te concentrant juste sur la caresse de cette fourrure chaude et douce. Qu'est-ce qui peut encore énerver ton chien? Si ton ami à poil peut parfaitement supporter d'avoir des ongles extrêmement longs, il y a une chose qu'il n'accepte généralement pas. C'est que tu essayes de les lui couper. Les recherches indiquent que les chiens détestent se faire couper les ongles, vérifier les oreilles et examiner la gueule. Cependant, il faut le faire quand même, car des griffes trop longues pourraient bien blesser ton chien, et vérifier ses oreilles peut prévenir une mauvaise otite. Il est bon que ton chien soit à l'aise avec le fait que tu touches ses pattes et ses oreilles avant de l'emmener chez le toiletteur, ou d'essayer de lui couper les ongles toi-même. Pour être un propriétaire de chien responsable, il faut aussi s'assurer qu'il fait suffisamment d'exercice. On est bien d'accord que les chiens adorent les promenades, n'est-ce pas? Eh bien, pas toujours. Soyons pragmatiques. Tu es à la plage par une journée ensoleillée. Tu marches sur le sable, pieds nus, et soudain, tu sens tes pieds brûlés. Tu cours te réfugier sur ta serviette. Tu vois où on veut en venir? Si c'est trop chaud pour tes pieds, c'est probablement trop chaud pour les pattes de ton chien. Et ce ne sont pas seulement les brûlures aux pattes qui doivent t'inquiéter. La chaleur peut nuire à ton chien de façon générale. Les chiens peuvent se rafraîchir en haletant. Cependant, cette méthode n'est pas très efficace par temps chaud. En déplaçant ses promenades en début de matinée ou en fin d'après-midi, tu peux lui rendre un grand service. La variété est le sel de la vie. Et ne crois pas que cela ne s'applique pas aux chiens. Surtout quand il s'agit des jeux que tu pratiques avec eux. Lorsque nous pensons à un jeu à faire avec notre chien, celui auquel on pense en premier est le lancer de balle. Et comme nous ne sommes pas celui qui doit courir désespérément après la balle ou le bâton, c'est plutôt pratique. Essaye d'être plus créatif. Trouve d'autres jeux. L'un d'entre eux est le tir à la corde, qui implique un effort égal de la part du chien et de l'humain. Les chiens adorent ce jeu et contrairement à la croyance populaire, il ne favorise pas l'agressivité. Surtout si tu alternes le vainqueur à chaque tour. Ce jeu apprendra aussi à ton chien une compétence essentielle, le contrôle des impulsions. Les jeux qui se terminent rapidement apprendront à ton chien la différence entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Tu peux aussi jouer à des jeux d'entraînement avec ton chien. Lui donner une friandise lorsqu'il te regarde sans que tu l'appelles te permettra d'avoir plus de contrôle sur lui. Bien qu'ils soient des animaux, les chiens ont certains traits en commun avec les humains. Par exemple, ils ne s'entendent pas avec tout le monde. Alors, n'essaye pas de forcer un chien à se lier d'amitié avec un autre. Certains chiens sont timides alors que d'autres adorent socialiser. En tant que propriétaire d'animaux responsables, notre travail consiste à trouver comment mettre nos chiens à l'aise. Les chiens ont des niveaux de confiance différents. Un chien peut être à l'aise avec un autre, mais devenir perturbé dans un groupe de plus de 2 sujets. Il est parfois préférable de créer un petit groupe d'amis chiens avec lequel ton animal pourra jouer ou de lui présenter de nouveaux chiens un par un. Mais il ne faut surtout pas le forcer à se retrouver dans une situation inconfortable. Une chose pour laquelle nous sommes tous parfois réticents est le changement. Et une chose qu'un chien adore faire, c'est rendre son maître heureux. Donc, si ton chien ne t'écoute pas, il y a de fortes chances que ce soit parce que tes règles ne sont pas assez cohérentes. La cohérence est quelque chose que les chiens apprécient vraiment. Elle leur permet de savoir comment se comporter dans différentes situations. Leur dire de se coucher après avoir utilisé le mot « assis » peut entraîner une grande confusion. En fait, tu devrais probablement établir un entraînement quotidien pour ton chien. Cela évitera que ton chien s'attende à une partie de tir à la corde lorsque tu essayes de te préparer pour aller travailler. Et une chose que tu dois intégrer à ce programme, c'est du temps à l'extérieur de la maison. Cela apprendra à ton chien à bien se comporter dans de nouveaux environnements. Tu ne peux pas t'attendre à ce que ton chien entre dans l'un des nombreux cafés pour chiens qui existent aujourd'hui et qu'il sache comment se tenir correctement. Tu ouvres ta boîte aux lettres et tu vois une feuille de séchage. Elle n'a aucune utilité là-dedans, alors tu l'enlèves. N'est-ce pas? Erreur. Laisse-la où elle est. Tu rendras un grand service à ton facteur. Voici pourquoi. Tu penses peut-être que les chiens sont les seules créatures qui causent des problèmes au facteur lorsqu'il distribue ton courrier, et tu n'as pas complètement tort. Selon un sondage, plus de 5800 facteurs américains ont eu des démêlés désagréables avec des chiens en 2020. Mais ils ne sont pas le seul désagrément pour les facteurs qui essayent juste de faire leur tournée en toute sécurité. Les facteurs laissent souvent ces feuilles de séchage dans les boîtes aux lettres pour se protéger des guêpes. Cela peut sembler bizarre, mais en moyenne, une personne peut s'attendre à être piquée par une guêpe environ 5 fois dans sa vie. Et c'est un événement bien plus probable que de se faire mordre par un chien. Mais pourquoi la feuille de séchage éloigne-t-elle les guêpes? C'est assez simple, les guêpes ne supportent pas son odeur. Elle est bien trop intense pour elles, alors elles s'en éloignent le plus vite possible.
C'est plutôt logique, étant donné que les feuilles de séchage sont destinées à rafraîchir nos vêtements et à leur donner une bonne odeur. On peut donc s'attendre à ce qu'elles aient un parfum prononcé. Et soyons francs, ce n'est qu'une perturbation mineure dans la vie d'une guêpe. Heureusement, car elles n'ont pas vraiment le temps de s'en inquiéter davantage. En moyenne, les guêpes ont une durée de vie extrêmement courte. La plupart ne vivent pas plus de 22 jours. Bien sûr, cela ne s'applique pas à la reine, qui vit parfois jusqu'à une année entière. Il est d'ailleurs amusant de penser que les guêpes, bien qu'elles vivent si peu de temps, ont probablement plus de liens avec les facteurs qui essayent de les éviter qu'avec leur reine tant vénérée. C'est parce que leurs 22 jours de vie sont entièrement consacrés au travail. Elles ont chacune leur fonction propre, qui tourne essentiellement autour de la construction d'un nid adapté pour assurer la protection de la reine. Dans le nid, il y a 2 types de guêpes. Les faux bourdons, qui sont les mâles, et les ouvrières, qui sont les femelles. Ces dernières sont des créatures extrêmement diligentes. Les ouvrières commencent leur vie en aidant à nourrir les larves en développement. La larve est un insecte immature, fraîchement sorti de l'œuf, qui n'a pas encore pris sa forme adulte. Cette étape de la vie de la guêpe ouvrière dure généralement 3 à 4 jours. Après cela, elle commence à effectuer des tâches qui impliquent de sortir du nid, comme aller chercher de l'eau ou rapporter des matériaux en bois dont sont faits les nids. L'eau qu'elle rapporte est ensuite crachée par les guêpes ouvrières et utilisée pour agrandir l'entrée. L'eau se mélange avec le matériau qui doit être retiré et forme des boulettes qui sont ensuite transportées hors du nid. La guêpe ouvrière va ensuite se concentrer sur la construction du nid lui-même avant de jouer le rôle de cueilleuse de nourriture. Les guêpes tirent leur énergie du nectar ou du miella et leurs protéines des insectes ou des animaux. Et pour prouver encore davantage la nature altruiste de ces petites ouvrières, elles n'ont même pas les enzymes nécessaires dans leur corps pour leur permettre de digérer la plupart des aliments qu'elles récoltent. C'est parce que la majorité de la nourriture qu'elles rapportent est destinée aux guêpes non développées, connues sous le nom de larves dont nous venons de parler. Heureusement, les guêpes ouvrières reçoivent une sorte de récompense pour leur diligence. À partir de la nourriture que les larves digèrent, elles obtiennent une substance crémeuse qui ressemble à une soupe. Cette substance contient toute l'énergie dont les guêpes ouvrières ont besoin pour continuer à accomplir leurs tâches. Ce type d'échange de nourriture est appelé alimentation par trophalaxie. C'est un élément clé du contact social entre les ouvrières et les jeunes larves en développement. Lors de la plupart des voyages de recherche de nourriture, les guêpes ouvrières s'éloignent jusqu'à 300 mètres du nid. Mais des études ont montré que certains voyages peuvent se poursuivre sur plus de 800 mètres. Les guêpes ouvrières se suivent même jusqu'aux sources de nourriture connues. Elles finissent généralement leur vie à l'intérieur du nid. Mais loin de se détendre en profitant d'une retraite bien méritée, elles assument leur ultime rôle, qui est de garder l'entrée du nid. Comment la vie d'une guêpe ouvrière femelle se compare-t-elle à celle d'un faux bourdon mâle ? Eh bien, leurs homologues masculins sont en fait assez paresseux en comparaison, et ce malgré leur plus grande taille. Les faux bourdons mesurent en moyenne plus d'1 centimètre de long, alors que les guêpes ouvrières femelles sont généralement plus petites qu'1 centimètre. Les faux bourdons sont également plus colorés, ont de longues antennes tombantes et n'ont pas la capacité de piquer. La reine est plus grande que tout le monde et mesure environ 2,5 cm de long. Pourquoi dit-on que les faux bourdons sont paresseux ? Eh bien, pendant que les guêpes ouvrières sont parties chercher du bois, de l'eau ou de la nourriture, on peut souvent trouver les faux bourdons bien au chaud dans le nid, mettant leur tête dans des cellules vides avec seulement leur queue visible. Font-ils quelque chose pour le bien commun ? Pas vraiment. Il est plus probable qu'ils fassent simplement une petite sieste. Lorsqu'ils ne font pas la sieste, on sait qu'ils aident à distribuer la nourriture aux larves en allant de cellule en cellule et en introduisant les repas dans leur bouche ouverte. Les faux bourdons, dont la plupart pèsent entre 10 et 19 mg, essayent aussi de faire leur part du travail d'une autre manière. Ils emportent et éliminent les déchets qui peuvent s'accumuler à l'intérieur du nid. Ces nids où la reine, les faux bourdons et les ouvrières coexistent durent généralement entre 3 et 4 mois. Ils se désagrègent en hiver lorsque les nouvelles reines s'envolent pour hiberner. Le reste des guêpes et le nid lui-même luttent pour survivre aux rudes conditions de l'hiver. Tout comme les nouvelles reines, des études ont montré qu'à peine 2 reines sur 4500 parviennent à passer la période d'hibernation. Ce n'est pas seulement à cause des conditions climatiques froides. Les reines trouvent des endroits sombres et secs pour hiberner, comme une fissure dans le mur d'une maison.
Elles rentrent soigneusement leurs antennes entre leurs pattes et mordent toute surface se trouvant devant elles afin de s'accrocher fermement. Cela les rend extrêmement vulnérables aux autres insectes, comme les araignées. Mais les reines chanceuses, qui profitent d'un long sommeil pendant la période d'hibernation, se réveillent généralement au printemps et commencent à construire un nouveau nid. Une reine peut voler jusqu'à 75 km juste pour trouver l'endroit parfait, chaud et sec. Les greniers et les toits font souvent l'affaire. La reine produira ensuite de nouvelles ouvrières et de nouveaux faux bourdons et le cycle de vie des guêpes se reproduira. Si tu tombes sur un nid de guêpes, il est préférable de le laisser tranquille. Tu ne peux pas toujours savoir quel type de réaction tu feras à une piqûre de ces créatures. Et qui dit que juste une seule te piquera? Un nid de guêpe moyen peut contenir jusqu'à 10 000 membres pendant le pic de l'été. Il est préférable de laisser le nid au service anti-nuisible. Mais quelles précautions peux-tu prendre pour éviter toute rencontre malheureuse avec des guêpes? Il convient de remercier les facteurs de nous avoir sensibilisés aux feuilles de séchage, mais que pouvons-nous faire d'autre? Tu peux commencer par ne pas laisser traîner de nourriture, c'est le principal aimant à guêpes. Que ce soit des aliments pleins de protéines, comme le poulet, ou des sucreries comme la crème glacée. Assure-toi de laver ta vaisselle, de couvrir les aliments que tu gardes pour plus tard et de ranger les restes dès que tu as fini de manger. En Arizona, assure-toi qu'il n'y a pas d'âne endormi dans ta baignoire après 19 h. Cette loi date de 1924 et remonte à un incident survenu lors d'une inondation. Un marchand laissait souvent son âne dormir dans sa baignoire. Comme elle n'était pas fixée au sol, elle pouvait facilement être déplacée. Une nuit, alors que la pluie tombait à verse, l'âne endormi a été emporté par les eaux torrentielles. Il a traversé la ville et s'est retrouvé dans une vallée à 1,5 km de chez lui. L'âne était coincé dans la baignoire et ne pouvait rien faire. Les habitants s'y sont mis à plusieurs et ont réussi à sauver l'animal. Mais comme il a fallu déployer des ressources considérables pour ce sauvetage, ils ont rapidement adopté une nouvelle loi. Plus aucun âne endormi dans les baignoires. Et voilà! Au Samoa, si un mari oublie l'anniversaire de sa femme, celle-ci peut le dénoncer aux autorités. Après un premier incident, il reçoit un appel à l'ordre officiel. On s'attend alors à ce qu'il fasse bien attention et n'oublie pas l'année suivante. Mais s'il oublie à nouveau l'anniversaire, on le soumet à une série d'interrogatoires éprouvants afin de déterminer la cause de sa négligence. Selon les raisons qu'il présente, il peut même faire face à de graves conséquences. Et imagine quand il rentre chez lui. On retourne en Arizona. Il te faut un permis spécial si tu veux faire enlever un cactus saguaro de ta propriété. Le retirer sans autorisation peut te valoir jusqu'à 3 ans de prison. Ce cactus peut vivre près de 200 ans. Et si la loi est si stricte concernant leur conservation, c'est qu'ils ne peuvent pas produire de graines jusqu'à l'âge de 35 ans. Tu visites un jour la magnifique plage qui borde la ville italienne d'Eraclea. Et bien sûr, tu as apporté ton seau. Mais tu ne t'aventures pas à faire des châteaux de sable. On les considère comme dangereux dans cette région. Alors cette fois-ci, laisse ton seau à la maison. Car tu risques de payer une amende de près de 250 €. Lorsque tu conduis ou que tu fais une randonnée dans les bois aux États-Unis, tu peux voir parfois d'étranges marques violettes peintes sur les clôtures, les poteaux ou même les arbres. Dans plusieurs États, ces marques signalent une interdiction de pénétrer dans une propriété privée. On utilise de la peinture au lieu de panneaux. Car c'est moins cher et c'est plus efficace à long terme. Ce système a été mis en place dans 15 États lors de la dernière décennie. Et on s'attend à ce que d'autres États l'adoptent à leur tour. Fais donc bien attention si tu vois cette couleur quand tu voyages dans le pays. Un jour, les autorités de Singapour ont remarqué qu'elles dépensaient environ 150 000 $ par an pour nettoyer les chewing-gums. On ne les trouvait pas seulement sous les chaises et les tables. Il y en avait aussi dans les rames de métro, sur des capteurs, et ça provoquait des retards. En 1992, les chewing-gums ont donc été officiellement interdits. Les autorités ne sont pas si sévères envers les touristes, même si une seule petite quantité est autorisée par personne. Et les dentistes ont le droit d'en prescrire à leurs patients pour leur hygiène dentaire. Il y avait un autre problème à Singapour, concernant cette fois la propreté des toilettes publiques. Les autorités se sont aperçues qu'elles étaient souvent beaucoup trop sales d'un bout à l'autre du pays. Et cela risquait de ternir leur réputation de pays parmi les plus propres du monde.
Ils ont donc mis en place un système de surveillance et embauché des agents de toilette. Ces agents surveillent les toilettes et s'assurent de leur propreté. Les chefs d'entreprise qui ne respectent pas les normes d'hygiène sont verbalisés. Tu marches dans une rue animée de Thaïlande. Soudain, tu fais tomber un de tes billets. Le vent se lève et l'emporte. Alors tu te mets à courir derrière lui. Tu parviens à le rattraper. Mais surtout, n'utilise pas ton pied. Il est absolument interdit de marcher sur les billets, car on considère que les pieds sont vils et sales en Thaïlande. Et tu ne dois pas toucher du pied les billets thaïlandais. C'est parce qu'ils sont à l'effigie de personnes importantes. Quelle que soit la valeur de ton billet, ne marche pas dessus. Tu risquerais de te retrouver en prison. Tu roules à toute vitesse sur une autoroute allemande. C'est l'un des derniers endroits au monde où tu peux conduire aussi vite que tu le souhaites. Mais tandis que tu fonces, ta jauge t'indique que ton réservoir est vide. Alors tu t'arrêtes. Si ce n'est pas un gros problème ailleurs, ici on considère cela comme un risque évitable. Tu devras payer 80 € pour ne pas avoir pris la précaution de faire le plein quand tu en avais l'occasion. Parmi les autres règles en vigueur sur l'autoroute, on trouve l'interdiction de se garer, de faire marche arrière et même demi-tour. Dans les années 40, 2 marchands de cornichons essayent de se faire de l'argent dans le Connecticut. Leurs produits n'étaient pas très frais, mais ils s'efforçaient quand même d'écouler leur stock périmé. Bientôt, ils se sont fait prendre, et une nouvelle loi a été adoptée afin d'éviter ce problème. On imposait désormais ce qui suit. Pour que des cornichons puissent être vendus, ils devaient pouvoir rebondir. À l'époque, c'était le meilleur moyen de vérifier s'ils étaient propres à la consommation. Mais les méthodes de conservation ayant progressé, cette loi a été oubliée. Elle est cependant toujours en vigueur aujourd'hui. Tu es à New York tard dans la nuit. Tu dois vite te rendre dans un magasin. Inutile de mettre tes chaussures. Tant d'efforts pour un si court trajet. Mais tandis que tu traverses la rue, des policiers t'arrêtent soudain. Tu ne comprends pas, tu n'as rien fait de mal. Mais ton délit est d'être en pantoufles après 22 heures. Cette loi existe car on pense que les pantoufles malodorantes attirent les rats et autres vermines. Mais tu as tout à fait le droit de porter ton pyjama en public. Tu conduis sur les routes sablonneuses d'Australie occidentale. Tu caches quelque chose d'illégal dans ton véhicule. Tu conduis avec prudence, espérant ne pas attirer l'attention. Mais soudain, les autorités du commerce de la pomme de terre te demandent de t'arrêter. Ils fouillent ton véhicule et découvrent que tu transportes plus de 50 kilos de patates. Cette loi a été instaurée en 1946. Les activités commerciales devaient être protégées pendant cette période de rationnement. Et crois-le ou non, cette loi n'a été supprimée qu'en 2016. Si tu prévois de te rendre au Parlement anglais, assure-toi de laisser ton armure chez toi. En l'an 1313, on a décidé que personne ne pouvait pénétrer dans le Parlement vêtu de son armure complète. Cette décision a été prise pour des raisons de sécurité. Il a fallu quelques années pour qu'elle prenne effet, le comte de Lancaster refusant longtemps de s'y plier. Mais suite à son procès en 1319, on n'a plus jamais vu personne en armure au Parlement de ce pays. Et la loi est toujours en vigueur à ce jour. Si tu commandes une boisson qui n'est pas censée contenir de la cannelle, mais qui en a quand même l'odeur, surtout ne la goûte pas. Il y a de fortes chances que quelqu'un l'ait modifiée en y ajoutant quelque chose qui n'a absolument rien à faire dans ton verre. La cannelle a le super pouvoir de couvrir l'odeur et le goût d'autres ingrédients. La meilleure chose à faire est donc de toujours surveiller ta boisson et d'en humer l'odeur avant d'y goûter. Si tu sens une odeur de chien sale et mouillé chez toi, mais que tu n'as pas d'animaux, c'est qu'une créature indésirable s'est invitée sous ton toit. Vérifie qu'il n'y a pas de rongeurs ou d'écureuils dans ton grenier. Ces animaux prendront n'importe quel coin pour leur toilette personnelle. Si tu découvres des déjections, fais appel à une société de lutte contre les nuisibles au lieu de t'en occuper toi-même. S'il y a soudain une odeur d'œuf pourri dans ta maison, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Il peut s'agir d'une fuite de gaz naturel, et il te faut donc vite évacuer ta famille. Le gaz lui-même est inodore, mais on y ajoute une odeur de soufre afin de pouvoir plus facilement détecter ces fuites. Ouvre ta porte et tes fenêtres pour que le gaz puisse s'échapper. Appelle ta société de gaz locale pour l'informer du problème. Ils te donneront des instructions sur la marche à suivre. Si tu ne sens cette odeur que lorsque tu fais couler de l'eau chaude, c'est qu'il y a probablement des bactéries sulfureuses dans ton eau. Elles se nourrissent de matières organiques en décomposition et produisent ce gaz sulfureux dans ton système de plomberie. Appelle un plombier et demande-lui de fermer la conduite d'eau et de vidanger le réservoir pour le remplir d'eau propre. Tu te réveilles dans une odeur de fruits de mer. Du ragoût de poisson. Mais attends,
Tu ne te souviens pas avoir acheté ni cuisiné de fruits de mer dernièrement. Cette odeur peut indiquer qu'un de tes appareils électriques surchauffe et a fait fondre son caoutchouc ou son plastique isolant. Il s'agit très probablement de ton lave-vaisselle, de ton lave-linge ou d'un climatiseur. Si tu ignores le problème et que tu laisses cette odeur flotter, tu risques d'avoir de sérieux ennuis, un incendie par exemple. Approche ton nez de tous les appareils afin d'identifier la source de l'odeur. Ensuite, appelle un réparateur ou achète un nouveau lave-vaisselle si le tien a plus de 40 ans. Si tu penses qu'une prise ou un interrupteur est en cause, coupe ton disjoncteur et demande à un électricien de s'en occuper. Si tu sens une odeur de toast brûlé, mais que tu n'as pas de grille-pain, il y a peut-être un problème de câble électrique chez toi. Vérifie tes prises murales et tes rallonges pour voir si elles ne surchauffent pas. Ouvre ton tableau électrique. S'il s'avère que l'odeur vient de là, appelle tout de suite un électricien. Si l'eau de tes robinets a soudainement un goût de métal, c'est probablement la faute de tes vieilles canalisations. Elles se seront sans doute désagrégées, ajoutant un peu de zinc, de fer et de cuivre dans ton eau. C'est normal si ta maison est un peu vieille. Mais dans les maisons vraiment anciennes, il se peut qu'il y ait aussi du plomb dans ce mélange. Mais ça peut aussi vouloir dire que ton eau est acide. Et ça peut éroder ta plomberie. Le mieux à faire est d'utiliser un adoucisseur d'eau ou un filtre pour que ton eau retrouve un pH normal. Une eau du robinet qui sent les copeaux de crayon n'est pas très courant, mais cela se produit lorsque ce liquide passe dans des tuyaux en plastique. La raison de cette odeur, ce sont les antioxydants que l'on trouve dans ces tuyaux, et la seule façon de s'en débarrasser est de faire changer sa plomberie. Si une odeur de moisi se dégage d'une cheminée que tu n'utilises jamais, la première chose à faire est de vérifier si ses clapets sont bien fermés. Si c'est le cas, passe l'aspirateur et nettoie le foyer. C'est cet endroit au bas de la cheminée où tu mets tes bûches. Si rien de tout ça ne fonctionne, tu devras faire appel à un ramoneur qui s'occupera du problème. Il y a peut-être de l'eau dans ta cheminée, et un professionnel devrait t'aider à la colmater. L'eau chez toi a une odeur de piscine publique ? Pouah, c'est probablement qu'elle est pleine de chlore. On utilise ce désinfectant dans les villes depuis plus d'1 siècle. Donc, si ton eau provient de ta municipalité, c'est plutôt normal. Le chlore est le pire cauchemar des bactéries et autres parasites. Mais en quantité raisonnable, il est sans danger pour les humains, les mammifères et les oiseaux. Mais si tu as des amphibiens ou des animaux aquatiques chez toi, tu dois t'assurer qu'ils boivent une eau pure. Si tu veux te débarrasser de cette odeur, essaye de te procurer un système de filtration au charbon. Il y a une mauvaise odeur de vestiaire chez toi ? Tout d'abord, vérifie que tu n'as pas laissé traîner de chaussettes ou de t-shirts sales quelque part. Ils aiment bien se cacher sous les lits et derrière les canapés. Si ça ne résout pas le problème, il se peut que des bactéries prolifèrent dans ton chauffage, ta ventilation ou ton système de climatisation. Au printemps et à l'automne, lorsque les températures changent et qu'il y a davantage de condensation à l'intérieur, les bactéries s'en donnent à cœur joie. Tu peux soit essayer de résoudre le problème avec des produits spécialisés, soit faire appel à un professionnel. À l'opposé de cette odeur, il peut y avoir cet agréable parfum de neuf dans ta maison. C'est normal si tu viens de finir de repeindre tes murs, si tu viens de changer tes meubles, ta moquette ou ton parquet. Mais si l'odeur est vraiment forte et qu'elle persiste, cela signifie que des composés organiques sont présents dans l'air. Et il n'est pas vraiment sain de les respirer. Ouvre toutes tes fenêtres et fais tourner tes ventilateurs pour bien faire circuler l'air pendant au moins 1 heure. Répète l'opération plusieurs fois pendant toute une journée. La prochaine fois que tu veux rénover ta maison, assure-toi de sortir tes nouveaux meubles ou ta moquette de leurs emballages et laisse-les respirer une nuit entière dans ton garage. Toutes leurs substances dangereuses se seront dissipées quand tu les rentreras le lendemain dans ton salon. Si cette odeur de neuf ne disparaît pas après 1 mois, fais une réclamation. À moins que tu n'aimes boire l'eau des lacs, tu risques de faire la grimace si le liquide qui sort de ton robinet sent soudainement le poisson. Comme dans les lacs, cela signifie qu'il y a des bactéries dans ton système. Des matières organiques, feuilles mortes ou plantes en décomposition peuvent en être la cause. Tu ne peux pas faire grand-chose avec ton système de plomberie interne, mais tu peux essayer de contacter ton fournisseur et l'informer du problème. C'est à lui de surveiller les niveaux de composés organiques dans l'eau potable. Si tu allumes ton chauffage au début de l'automne et que tu sens une odeur de brûlé dans ta maison, ne t'inquiète pas. Ce n'est que la poussière qui s'est accumulée dans les conduites pendant l'été. L'odeur devrait disparaître au bout de quelques heures seulement. Il est cependant conseillé de remplacer le filtre de ton chauffage au moins 1 fois tous les 2 ans. Cela risque de choquer les fans d'iPhone. Oh non! Calme-toi, ça va aller. Va dans les paramètres, dans la rubrique confidentialité, puis dans la rubrique service de localisation. Fais défiler la page vers le bas, appuie sur service système et choisis lieu important.
Ton téléphone, c'est non seulement où tu habites, mais aussi où tu travailles, où se trouve ton supermarché préféré et d'autres endroits que tu visites fréquemment. Si cela te met mal à l'aise, il suffit de le désactiver. Le multitâche ne décharge pas ta batterie tant que les applications en arrière-plan ne sont pas vraiment actives, comme elles le font avec la géolocalisation ou le lecteur de musique. Si, pour une raison quelconque, tu ne veux pas fermer les applications en veille, tu peux les laisser de côté. Les données mises en cache consomment une quantité énorme d'espace précieux, et l'achat d'espace supplémentaire sur le cloud n'est pas le seul moyen d'en récupérer. Chaque fois que tu vois que tu es à court de mémoire et que tu n'as littéralement rien à supprimer, vérifie toutes tes messageries. Même si tu as supprimé la photo, elle est toujours stockée dans un cache. Va dans les réglages de ta messagerie et supprime tous les fichiers en cache. Il y a un signe évident que ton chargeur commence à dater. Lorsque tu remarques qu'il faut plus de temps pour charger ton téléphone, comme au début, lorsque tu pouvais le charger complètement en 1h30 et que maintenant il te faut 3 heures pour le faire. Il faut donc remplacer le chargeur. Si tu vois que le câble de ton téléphone est devenu vert, jette-le et remplace-le par un nouveau fil. Le fil à l'intérieur du câble est en cuivre, et ce métal devient vert lorsqu'il s'oxyde, tout comme certaines statues faites de bronze. Si le fil est oxydé, le chargeur n'est plus sûr, car il perd ses propriétés conductrices et peut même provoquer un feu électrique. Donc, si tu vois une teinte verdâtre sur ton câble blanc, jette-le sans hésiter. Cela n'arrive pas si souvent, mais si tu vis dans un environnement humide ou poussiéreux, un jour tu peux voir de la rouille sur les extrémités de connexion. Souvent, cette rouille ne peut pas se nettoyer, et même si tu arrives à t'en débarrasser, elle risque de casser les fragiles broches du câble de charge. Il est donc préférable de remplacer immédiatement ton chargeur. Les ports de charge se desserrent avec le temps, et lorsque cela se produit, tu commences à maintenir ton téléphone dans un angle particulier pour le charger. Réagis dès que tu t'en rends compte, demande à un spécialiste de le réparer ou remplace le chargeur. Si ton téléphone ne se charge pas, ce n'est pas forcément la faute du chargeur. Le problème peut venir de l'adaptateur. Les ports USB des adaptateurs peuvent se desserrer avec le temps. Donc si tu es sûr que le câble est en bon état, vérifie l'adaptateur. Il arrive aussi que le problème soit lié à la batterie. Il se peut que les adaptateurs semblent être en bon état, de même que les câbles, mais que le téléphone ne se charge pas. Examine la prise du câble. Parfois, elle se remplit de peluche, ce qui provoque des problèmes de charge. Tu peux facilement la nettoyer avec un cure-dent. N'utilise pas d'aiguilles ou d'autres objets métalliques, car tu pourrais endommager le port. Les problèmes de batterie ne sont pas la seule cause de dysfonctionnement de ton téléphone. Les données utiles peuvent le faire fonctionner plus lentement. Alors redémarre ton téléphone une fois par semaine. Ne surcharge pas ton appareil. Trop de photos ou de documents le font fonctionner moins vite. Si tu stockes toutes tes informations importantes dans le cloud, tu y auras aussi accès depuis n'importe quel appareil. L'explication simple du fait qu'1% de la batterie peut durer si longtemps est que le téléphone a sous-estimé la capacité actuelle de la batterie. Puis, lorsqu'il estime être presque vide et affiche 1%, il constate que la batterie a plus de capacité qu'il l'avait d'abord présumé. Il y a aussi une part de psychologie. Lorsque tu vois que ton téléphone est sur le point de s'éteindre, cela t'encourage à le brancher plus vite. À propos, les batteries des modems ne peuvent pas être complètement chargées ou vidées. Les derniers 20% d'une batterie sont plus longs à charger que le reste, car les batteries lithium-ion ont un comportement de charge un peu complexe. Lorsque la batterie est faible, le chargeur fournit un courant fixe généralement, le courant maximum que la combinaison chargeur-batterie peut supporter. Lorsque la tension augmente, le chargeur passe à un profil de tension constante, où celle-ci est de 4,3 volts environ. Et ce courant est entièrement basé sur ce que la batterie peut supporter. Dormir avec son téléphone sous son oreiller n'est pas une idée très saine. Les téléphones portables, les tablettes et les autres technologies portables émettent des ondes électromagnétiques de type rayon X, tout comme les micro-ondes qui peuvent entraîner de graves problèmes de santé. Même si le crâne d'une personne adulte est assez épais, comme le mien, et protège bien le cerveau, il est préférable d'être prudent et de poser son téléphone sur la table de nuit. Si tu as cassé par accident l'écran de ton téléphone, remplace-le par un nouveau dès que possible. Oui, cela peut ne pas sembler être un problème, puisque l'écran tactile fonctionne toujours, mais toute la graisse et la poussière vont passer à travers les fissures. Cela peut finir par abîmer l'écran, alors dépêche-toi. La peau du visage est sensible, et ton téléphone est presque 7 fois plus sale qu'un siège de toilette. Parler au téléphone, c'est comme frotter un siège de toilette contre ta joue. Burk!
Évite donc de presser le téléphone contre ton visage. Tu ne veux pas de germes, n'est-ce pas? Et peut-être que tu devrais te laver les mains plus souvent. La lumière bleue, la luminosité et même la taille des polices peuvent être la raison pour laquelle tu as une mauvaise nuit de sommeil. Surtout si tu aimes faire défiler le flux jusqu'à ce que tu t'endormes. Va dans les paramètres et active le filtre de lumière bleue. Cela s'appelle Night Shift pour les iPhones. Et il existe des applications de filtre de lumière bleue pour les Android également. Règle ensuite la luminosité et la taille de la police. Fais attention en utilisant ton téléphone sur la plage. Ne le laisse pas au soleil sur ta serviette. Bien qu'il n'ait pas besoin de crème et qu'il ne puisse pas attraper de coups de soleil, il peut quand même être gravement abîmé par la chaleur. Les piles au lithium sont comme les humains. La fourchette de température idéale pour leur fonctionnement est comprise entre 15 et 35 degrés. Ne charge pas non plus ton smartphone s'il fait plus de 35 degrés, car cela pourrait abîmer sa batterie. De plus, il est déconseillé de le charger sur une couverture. Nous savons que les téléphones portables n'aiment pas la chaleur. La chaleur reste piégée à l'intérieur, ce qui risque d'endommager ta batterie. Et n'essaye jamais de la refroidir dans un congélateur, car les batteries au lithium-ion ne supportent pas le froid non plus. Elles sont très exigeantes. Toutefois, n'oublie pas qu'une certaine chaleur pendant la charge de ton téléphone est tout à fait normale. Le chargeur utilise un transformateur pour convertir la tension alternative d'une prise murale en tension continue indispensable pour charger la batterie. Aucun processus ne peut être efficace à 100%, et une certaine quantité d'électricité est donc libérée sous forme de chaleur. Une chaleur excessive et surtout une décoloration sont de mauvais signes, qui indiquent que les circuits du chargeur commencent à être défaillants. Cela peut éventuellement entraîner un choc électrique lorsque tu débranches l'appareil. Bzz. Les autocollants sur ta voiture dévoilent beaucoup plus d'informations que tu ne le penses. Celui que tu as fait avec ton chien dessus peut indiquer aux voleurs potentiels que tu aimes les activités de plein air et que tu passes beaucoup de temps loin de ta maison et de ta voiture, qui deviennent alors des cibles parfaites. Ou que tu as suffisamment d'argent pour te payer un beau chien de race. Le fait d'avoir un autocollant indiquant que tu as un bébé à bord pourrait signifier que tu es facilement distrait et toujours très occupé, et qu'il est donc facile de voler ta voiture. Et ces autocollants que tu ramènes de vacances peuvent indiquer que tu t'absentes parfois pendant 1 ou 2 mois, ou que tu as l'habitude de voyager assez loin. Si tu es fier de tes activités, évite de le faire savoir avec des autocollants, car cela pourrait donner des idées à certaines personnes. Par exemple, le nom de ton université ou l'endroit où tu joues au golf le week-end. Même chose concernant ta profession. Les voleurs en déduiront qu'ils trouveront facilement des objets de valeur en ouvrant ta voiture. C'est en fait une idée de ton salaire mensuel. Et certains autocollants peuvent également les renseigner sur le quartier où tu habites et où tu travailles, ce qu'il est généralement préférable de garder pour soi. Plus ta voiture est personnalisée, plus on se souviendra de toi. Et si un jour tu as un problème avec quelqu'un au milieu de la circulation, la personne sera plus susceptible de te signaler aux autorités si tu as une plaque d'immatriculation originale, si ta voiture est d'une couleur inhabituelle ou s'il y a beaucoup d'autocollants sur ta carrosserie. Si tu n'as pas l'intention de garder ta voiture pour toujours, veille bien à ce qu'elle reste en bon état pour le jour où tu décideras de la revendre. Un grand nombre d'autocollants pourrait rebuter les acheteurs. Et puis c'est un véritable casse-tête de nettoyer tout ça. Il laisse énormément de résidus sur la carrosserie, dont la peinture risque de s'abîmer. En revanche, un autocollant signalant que tu as installé une alarme ou un traceur GPS éloignera efficacement les personnes mal intentionnées. Tu ne dois jamais laisser tes appareils électroniques dans ta voiture pendant de longues périodes. Tout d'abord, ils peuvent attirer l'attention des voleurs, sans compter que les températures extrêmes peuvent gravement endommager ton téléphone ou ton chargeur. Tu as toujours ton tube de crème solaire à portée de main? Souviens-toi seulement de ne pas l'oublier dans ta voiture. Exposé au soleil, ce type de crème perd rapidement son efficacité car la chaleur désactive rapidement ses propriétés. Les spécialistes recommandent de conserver la crème solaire à des températures inférieures à 25 degrés Celsius. Il vaut mieux aussi garder tes lunettes à l'abri des rayons du soleil. Mets-les dans ta boîte à gants ou dans ta poche quand tu descends de ta voiture. La lumière directe peut endommager leurs verres et leurs montures de métal ou de plastique. Elles se déformeront et ne protégeront plus tes yeux. Si tu as déjà acheté de la laque pour cheveux, de la peinture en bombe ou du déodorant en spray, tu connais certainement les recommandations de température de conservation que l'on trouve imprimées sur ces produits. Il ne faut jamais les exposer à des températures extrêmes. Les gaz à l'intérieur peuvent rapidement se dilater et faire exploser les récipients, sans compter que leur contenu est souvent inflammable. Veille aussi à ne pas laisser des bouteilles d'eau dans ton véhicule. Si tu les oublies au soleil trop longtemps, tu risques d'ingérer des substances nocives comme du BPA, un composé utilisé dans la fabrication de divers plastiques. Ces substances peuvent se mélanger à l'eau au bout d'un certain temps. C'est pourquoi il y a toujours une date d'expiration sur ces bouteilles.
Ce n'est pas parce que l'eau se gâte, c'est la date limite à laquelle elle peut être consommée avant d'être contaminée par les composés chimiques contenus dans le plastique. De plus, si tu laisses une bouteille d'eau sur le siège d'une voiture en plein soleil, elle pourrait agir comme une loupe et mettre le feu dans ton habitacle. Si tu veux pouvoir profiter de tes provisions en toute sécurité, ne les expose jamais à des températures élevées. Lorsque tu fais tes courses, ne laisse pas tes produits périssables dans un lieu où il fait plus de 4 degrés Celsius pendant plus de 2 heures. Et seulement 1 heure si la température est supérieure à 32 degrés Celsius. Le mieux est d'acheter les viandes et les produits laitiers en dernier. Après ça, tu peux rentrer rapidement chez toi et les mettre au frais. Même pendant la saison froide, tu ne dois jamais laisser tes boissons sans surveillance dans ta voiture. L'eau, les jus et les boissons gazeuses peuvent, en gelant, gagner un volume dans leur récipient et provoquer de gros dégâts. Je sais qu'il est bien plus facile de fourrer tout simplement tes vêtements dans un sac en sortant du sauna ou de la piscine. Veille seulement à ne pas les laisser trop longtemps dans ta voiture. Les tissus peuvent très vite moisir et des bactéries pourraient contaminer ton véhicule. Et puis, ils seront fichus. Accroche-les pour qu'ils sèchent dès que tu arrives chez toi, cela leur évitera de s'abîmer. Moi aussi, je me soucie toujours d'avoir une haleine fraîche, surtout quand j'ai fait un peu de route. Mais j'évite d'acheter des paquets de chewing-gum, car ils peuvent fondre et coller à mes affaires et à mon tableau de bord, surtout lorsqu'il fait une chaleur torride dehors. Ce n'est pas non plus une bonne idée en hiver, car ils peuvent geler et durcir, ce qui pourrait endommager tes jolies dents. Mieux vaut opter pour des pastilles mentholées si tu veux être sûr de garder une haleine fraîche. Tu ne dois surtout pas laisser ton sac à main sans surveillance dans ta voiture. Nous rangeons souvent nos objets de valeur dans notre sac, nos clés par exemple ou notre portefeuille, et c'est une chose que les voleurs repèrent tout de suite. Si tu ne peux pas le prendre chez toi, range-le plutôt dans ton coffre, et personne n'en saura rien. Ta voiture n'est pas non plus un endroit sûr pour tes documents officiels. Détruis-les si tu n'en as plus besoin ou dépêche-toi de les poster. Si quelqu'un force ta voiture, tes contrats et tes fiches d'impôt pourraient leur donner accès à des informations très sensibles. Les gens laissent même souvent leurs documents sur le siège passager où ils sont bien visibles pour les curieux. Les crayons gras sont super pendant les longs voyages pour divertir les enfants, mais il vaut mieux les emporter ou les placer dans une boîte hermétique dès que tu arrives à destination. Ce genre de crayon fond facilement et peut faire des taches sur tes sièges. Prépare toujours ton voyage à l'avance si tu as l'intention d'acheter des plantes d'intérieur. Si tu sais que tu ne rentreras pas chez toi tout de suite après, assure-toi d'acheter des plantes robustes. Même des températures douces de 7 à 10 degrés Celsius pourront les abîmer en moins d'1 heure si elles sont délicates. Un voleur bien entraîné peut ouvrir ta voiture en quelques secondes. Ouvre bien tes oreilles parce que je vais révéler quelques secrets des voleurs de voitures. Le niveau technologique des voitures a atteint des niveaux très avancés. Tu penses peut-être que les voleurs de voitures aussi sont super équipés. En réalité, non, ils ne le sont pas. Les vieux outils et les vieilles astuces font encore l'affaire. Selon les experts, de nombreux conducteurs ne prennent pas les précautions de base. 43% des gens ne vérifient pas que leur portière soit fermée avant de s'éloigner de leur voiture. Donc, astuce numéro 1, verrouillez la voiture et bien vérifier qu'elle soit fermée. Voici une astuce de nouvelle génération. Apparemment, une bouteille en plastique serait suffisante pour voler une voiture. Les voleurs rôdent dans un parking et ils repèrent une voiture. Ils placent une bouteille en plastique vide au-dessus de la roue passager. Le conducteur démarre et avance. Mince, c'est quoi ce bruit? Le conducteur descend du véhicule pour vérifier. Le voleur arrive et vole soit la voiture, soit les biens du conducteur. La plus grosse erreur dans cette situation, c'est de laisser le moteur allumé. La règle numéro 3 est en rapport avec ces incidents-là. Ne jamais laisser le moteur de la voiture allumé. La police conseille de ne jamais laisser les clés dans la voiture dans une station-service, même pendant que tu fais le plein. C'est une invitation à intervenir pour les voleurs. Ils peuvent tout simplement s'asseoir dans la voiture et démarrer. Cela peut te sembler une excellente idée de réchauffer ta voiture pendant que tu attends au chaud à la maison au lieu de rester à l'extérieur l'hiver. Mais tu te mets en danger. Pareil, ne jamais laisser le moteur allumé si tu descends faire des courses, même 2 minutes. En plus, c'est souvent illégal de laisser un véhicule en marche dans un parking. Ça paraît évident, mais il ne faut jamais laisser des objets de valeur dans sa voiture, même quelques pièces dans le porte-gobelet. Il en faut vraiment peu pour attirer les voleurs. C'est genre, mais c'est une pièce là? Ok, j'embarque la voiture.
Il existe des solutions plus avancées. Certains gadgets te permettent de bloquer le volant afin que personne ne puisse conduire la voiture. Bon, ça ne va peut-être pas arrêter les voleurs, mais au moins, ça les ralentira et ils changeront peut-être d'avis. De nos jours, il existe un détail appelé numéro d'identification du véhicule. Ce numéro est unique pour chaque voiture et son conducteur. C'est un numéro public. Tu peux le graver sur toutes tes vitres de façon à ce que les pièces de ta voiture perdent de la valeur sur le marché noir. Aucun voleur ne veut conduire une voiture volée facilement identifiable. De plus, c'est très cher de changer des vitres. Aucun voleur ne voudra s'en charger. Mon astuce préférée, utiliser l'arrêt d'urgence. Les voleurs détestent. Ce dispositif coupe l'électricité des actionneurs et met la pompe à carburant hors fonction. Un bouton d'arrêt d'urgence caché peut éviter que des voleurs ne volent ta voiture, même s'ils sont déjà entrés dedans. Bien fait pour toi, voleur. Ferme la porte maintenant. De nombreux modèles de voitures ont l'option d'arrêt d'urgence et elle s'installe facilement sur les autres modèles. Je te présente Steve Fuller, un ancien voleur de voitures. Il a été arrêté 6 fois pour vol de véhicule. Mais toutes les autres fois, et il en compte plus de 100, il s'en est sorti. Il s'est éloigné du côté obscur de la force et il essaie maintenant de réparer ses fautes. Il a donc accepté de partager avec tout le monde les secrets professionnels des voleurs de voitures. Il a confirmé que les voleurs de voitures n'aiment pas les boutons d'arrêt d'urgence. S'ils sont bien cachés, il faut du temps pour les désactiver. Les voleurs de voitures ne peuvent pas perdre trop de temps sur un même véhicule. Tu savais que tu as probablement une clé en plus dans ta voiture. Certaines voitures ont des clés valet cachées dans le manuel du propriétaire ou dans la boîte à outils dans le coffre. Si c'est le cas de ta voiture, sors la clé. Si tu sais où elle se trouve, les voleurs le savent aussi. Tu crois avoir une cachette parfaite pour ta clé en plus, hein? Les voleurs savent où chercher. Certaines personnes cachent la deuxième clé sous le pare-choc ou sous le tapis. Ce sont les premiers endroits que vont contrôler les voleurs. Fuller raconte « Boîte à gants, console centrale, porte-gobelet, j'ai trouvé des clés vraiment partout. » Il admet aussi avoir trouvé des clés dans 90% des voitures qu'il a réussi à voler. Des informations encore plus intéressantes nous viennent du National Insurance Crime Bureau. Selon leurs recherches, entre 2016 et 2018, environ 230 000 véhicules ont été volés grâce à la clé de valet qui était à l'intérieur. En parlant de clés, les voleurs de voitures ouvrent les voitures en interceptant le signal du système d'ouverture à télécommande. Pourtant, seuls 5% des conducteurs placent leurs clés dans des portefeuilles RFID pour éviter que le signal soit intercepté. Imaginons que tu rentres chez toi et que tu gares la voiture devant ta maison. Tu accroches tes clés sur le crochet juste derrière la porte d'entrée. Bam! Le matin, plus de voiture. Beaucoup de gens pensent que les clés de voiture sont en sécurité n'importe où dans la maison. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les voleurs peuvent utiliser des outils pour copier le signal des télécommandes et ouvrir les véhicules à distance. Il faut ranger ses clés loin de la porte d'entrée pour que les voleurs n'interceptent pas le signal. Il faut utiliser la technologie pour protéger sa voiture. Les voleurs n'aiment pas les alarmes avec détecteur de mouvement. Un traceur GPS peut aussi être utile. Dans le pire des cas, il est utile à la police pour qu'elle retrouve ta voiture. Les voleurs détestent aussi les alarmes. C'est donc une bonne idée d'investir dans une alarme. Le top, c'est quand même les systèmes de télésurveillance avec caméras embarquées. Toutes les caméras embarquées enregistrent tes trajets. Mais certains modèles te permettent aussi de contrôler ta voiture quand tu n'es pas dans les parages. Tu crois peut-être que c'est une bonne idée de laisser les vitres entrouvertes pour faire entrer de l'air frais. Eh bien non, cet entrebâillement suffit à un voleur pour y glisser ses doigts ou des outils. Il ouvre d'abord la vitre, puis toute la porte. Selon Fuller, une voiture avec une fenêtre entrouverte, c'est comme une voiture complètement ouverte. C'est cool de vivre seul, mais pas quand tu trouves un message perturbant à ta porte. Un soir d'hiver, une femme qui sortait jeter sa poubelle remarque que quelqu'un a écrit IF sur sa poubelle couverte de neige. C'est le raccourci de « une femme ». Quelqu'un l'avait surveillée assez longtemps pour savoir qu'elle vivait seule. Sa voiture était un objectif facile. Les experts conseillent de toujours jeter un coup d'œil autour de soi en quittant la maison. Une autre astuce des voleurs de voitures implique du fromage. Imagine que tu t'approches de ta voiture et qu'il y a du fromage fondu plein le capot. C'est une blague ?
Tu commences à nettoyer, mais ça prend des heures. Entre-temps, quelqu'un est peut-être au loin en train de t'observer en attendant le bon moment. Il peut sauter dans ta voiture et s'en aller pendant que tu nettoies le fromage. Tu te détends sur la plage quand soudain tu remarques une énorme volée d'oiseaux. Ils sont très excités par quelque chose près de l'eau. L'envie te prend d'aller voir ce qui se passe là-bas. Voici un conseil. Retourne t'asseoir et reste loin de l'eau. Je comprends, tu penses que tu es assez fort pour supporter quelques coups de bec d'une mouette. Mais ce ne sont pas les oiseaux qui m'inquiètent. C'est ce qui se cache sous l'eau. Les poissons sont la base de nombreux régimes alimentaires dans le règne animal, que ce soit au-dessus ou en dessous de l'océan. Le thon, le calamar et le poulpe, ainsi que les mammifères marins comme les phoques, se nourrissent d'une grande variété de petits poissons. Ils aiment particulièrement des espèces telles que le tassergale et le bar rayé. Mais ils sont également le repas préféré d'un autre ultra-prédateur. C'est pourquoi tu ne devrais pas accompagner ces oiseaux au bord de l'eau. Si tu le fais, tu risques de rencontrer une créature qui peut mesurer jusqu'à 6 mètres de long. C'est 3 fois la taille d'un humain moyen. Ce sont les références de taille d'un grand requin blanc. S'il y a des poissons dans les parages, ils peuvent remonter à la surface de l'océan pour se nourrir. Le grand requin blanc possède la plus forte force de morsure de tous les animaux. La seule autre espèce animale qui s'en approche est le crocodile d'eau salée. Et leur capacité à mordre est très forte. Les scientifiques pensent qu'elle est 100 fois plus supérieure à celle d'un humain. Ils n'utilisent même pas les narines situées sous leur museau pour respirer. Elles ne servent qu'à faire d'eux des super renifleurs de compétition. Heureusement, nous ne sommes pas le repas préféré des requins. Et la créature ne fait pas tout son possible pour nous chasser. Les chasseurs affirment que les chances d'être attaqués par un requin ne sont que d'1 sur 3,7 millions. Ouf! Lorsque des rencontres malheureuses entre requins et humains se produisent, un requin peut confondre un humain avec un phoque ou un bar rayé de très grande taille. C'est pourquoi tu devrais rester à l'écart de ces oiseaux et poissons et laisser les animaux vivre. Tu te concentres juste sur ton bronzage dans ta chaise longue. Donc je suppose que ça veut dire que les requins ont une mauvaise vision. Pas tout à fait. Leur vision en eau claire est jusqu'à 10 fois meilleure que celle des humains qui nagent dans le même environnement. La structure de l'œil d'un requin est assez similaire à celle de notre œil. Il se compose d'une cornée, d'un cristallin, d'une rétine, d'un iris bleu profond et d'une pupille. Leurs yeux possèdent 2 types de photorécepteurs, les bâtonnets responsables de la vision à faible niveau de lumière et les cônes plus actifs à des niveaux de lumière plus élevés capables de voir les couleurs, tout comme les humains. Bien que nous ne soyons pas trop certains de la performance des bâtonnets et des cônes chez les requins, la recherche a montré qu'ils ne possèdent qu'un seul type de cône. Cela signifie qu'ils n'ont probablement pas une vision en couleur comme les humains. Cela pourrait expliquer pourquoi ils peuvent parfois confondre les humains avec d'autres créatures. Mais bon, qui est vraiment concentré lorsqu'il est sur le point de dévorer son dîner? Les yeux des requins possèdent également un tapetum lucidum. Il s'agit d'une couche de cristaux miroirs située derrière la rétine du requin. Ces cristaux permettent au requin de voir parfaitement bien dans une lumière extrêmement faible et dans une eau trouble. Les cristaux reflètent la lumière entrante, ce qui donne aux bâtonnets de la rétine une deuxième chance de détecter la lumière qu'ils auraient pu manquer la première fois. Fait amusant, les chats ont également un tapetum lucidum. C'est pourquoi les yeux de ton chat brillent dans le noir lorsque tu les éclaires. Un autre signe révélateur de la présence de requins dans les eaux des environs est la présence de baleines. Les requins sont connus pour traquer ces créatures sur plus de 160 km. Ils suivent les groupes de baleines et attendent que l'une d'entre elles devienne vulnérable avant de frapper de manière implacable. Alors, leçon apprise? Si tu vois maintenant des oiseaux au bord de l'eau, ce n'est probablement pas une bonne chose. Contrairement à ce qui se passe lorsque tu vois des milliers d'oiseaux qui volent ensemble dans le ciel. C'est ce qu'on appelle un murmure. On peut voir des milliers d'étourneaux s'unir dans le ciel, se déplacer à l'unisson, plonger et dévier en même temps. C'est comme s'ils participaient à une sorte d'épreuve de synchronisation aux Jeux Olympiques des oiseaux. Cela se produit lorsque les oiseaux commencent à se percher sur des fils ou des arbres. Cela peut se produire dès le mois de septembre dans certains endroits et jusqu'à la fin du mois de novembre dans d'autres. Et un plus grand nombre d'oiseaux se joignent au spectacle nocturne à cette époque. Ils font ça pour nous divertir? Pas vraiment. Se regrouper dans le ciel permet de se protéger des prédateurs comme les faucons. Il peut aussi faire froid quand on est aussi haut. Les oiseaux se rassemblent donc par milliers pour se réchauffer et échanger des informations sur les sites de nourriture potentiels.
D'accord, dans ce cas, un énorme groupe d'oiseaux ne signifie rien de mal. Mais si tu en vois un jour voler vers toi dans une zone boisée, il est probablement temps de quitter les lieux. Les oiseaux et autres animaux fuient les zones de feu de forêt. Certains animaux, comme les amphibiens, peuvent en fait rester dans le feu. Au lieu de fuir pour sauver leur vie, ils creuseront le sol pour y échapper. Mais presque tous les animaux feront de leur mieux pour partir. Oh, et n'oublie pas de sortir du chemin pendant que tous ces animaux courent vers toi. Pourquoi on ne passe pas des oiseaux aux requins ? Oui, nous savons maintenant que s'il y a des oiseaux près de la surface de l'océan, les requins seront possiblement assez proches aussi. Mais que se passe-t-il s'il n'y a pas de requins à proximité ? Si tu te trouves dans l'océan et que tu vois des requins se diriger vers le fond de l'océan, cela peut être le signe qu'un ouragan ou une tempête tropicale est en route. Les requins peuvent sentir la baisse de la pression barométrique qui accompagne la tempête. Ils pourraient donc commencer à s'éloigner de la zone de turbulence. Les requins ne se soucient pas vraiment des humains. Ils ne s'approchent donc pas de nos plages de sable ou de nos villes. Ils les craignent. Ce sont des créatures très intelligentes qui savent que plus elles s'enfoncent dans l'océan, plus elles sont en sécurité. Mais l'océan n'est pas toujours le meilleur endroit où aller en cas d'urgence. Par exemple, si tu croises des créatures marines qui vivent habituellement dans l'eau et qui se reposent au hasard sur le sable, ne t'aventure pas dans l'eau. C'est un signe que l'eau est potentiellement toxique. Il est possible qu'une marée rouge se rassemble dans l'eau près de la plage. Les marées rouges se produisent partout dans le monde, mais une espèce d'algue les provoque surtout dans le golfe du Mexique. Une marée rouge se produit lorsque l'eau est remplie d'une quantité d'algues toxiques supérieure à la normale. Elle peut rendre l'eau rougeâtre ou brune, mais parfois la couleur de l'eau est normale. Si tu vas dans l'eau, tu peux ressentir une irritation respiratoire comme de la toux ou une démangeaison de la gorge. Si cela t'arrive, tu dois te rincer soigneusement la bouche avec de l'eau fraîche. En parlant d'eau, les grenouilles sont célèbres pour leur couassement, mais si tu les entends coasser beaucoup plus que d'habitude, c'est peut-être parce qu'il va bientôt pleuvoir. Selon une théorie, cela pourrait être lié à leur processus d'accouplement. Ils le font en premier, puis pondent des œufs dans des étendues d'eau douce. Une bonne pluie signifie plus de terrain aquatique pour les grenouilles. C'est pourquoi les grenouilles mâles invitent les dames à un rendez-vous avant les averses avec une symphonie de couassement. Ah, magnifique! Tu te promènes avec ton ami et tu regardes le ciel. Le soleil semble un peu différent aujourd'hui, comme s'il y avait une sorte d'anneau autour de lui. Regarde ça! Ton ami lève la tête de son téléphone. Tu ne devrais pas regarder directement le « Stop !» dit-il soudainement. C'est un halo. Il faut trouver un abri maintenant, à moins que tu n'aies le plus grand parapluie du monde sur toi. Un halo solaire est un signe de la nature indiquant qu'une tempête de neige ou de pluie se prépare. Il est causé par les nuages constitués de milliards de petits cristaux de glace. La lumière du soleil traverse ces cristaux, si bien qu'elle se divise et se réfracte, comme lorsqu'il y a un arc-en-ciel. Ne regarde pas directement le halo solaire. C'est tentant car ce n'est pas quelque chose que tu vois tous les jours. Et puis, c'est vraiment beau. Mais les rayons ultraviolets peuvent brûler les tissus exposés de ta rétine et causer de graves dommages à tes yeux. Alors, ça n'en vaut pas la peine. Ou alors, mets des lunettes de soleil. Ce phénomène dure environ 40 minutes. Ces nuages sont d'ailleurs les mêmes que ceux qui peuvent parfois provoquer un anneau effrayant autour de la Lune la nuit. En juin 2020, les gens ont vu un nuage enclume, une formation orageuse rare dans le ciel. Formé lorsque de forts courants d'air transportent la vapeur d'eau vers le haut, l'air se dilate et s'étale lorsqu'il atteint le bas de la stratosphère. Il pousse le nuage dense en lui donnant cette forme d'enclume et parfois il devient même un champignon. Les nuages en forme d'enclume produisent certains des éclairs les plus dangereux de tous les orages. Ces éclairs semblent sortir comme par magie du ciel bleu alors que l'orage se trouve à plusieurs kilomètres de distance. Ce type d'éclair provient du sommet de l'enclume et peut être 10 fois plus puissant qu'un coup de foudre standard. Les gens ont été tellement effrayés par le nuage géant qu'ils ont pensé que quelque chose de terrible avait dû se produire. Ils ont publié des photos du monstre sur les réseaux sociaux avant que les autorités ne puissent expliquer ce qui se passait. Les experts ont réussi à calmer les craintes de tout le monde en expliquant que ce n'était rien de plus qu'un phénomène naturel, tout impressionnant soit-il. Avant de se dissiper, ces nuages restent généralement dans une même zone, quelle que soit la force du vent. Si tu vas vers la côte ouest de la France, tu trouveras l'île de Ré,
Grâce à ses belles eaux bleues, ses plages de sable propre et ses phares étonnants, cet endroit est un lieu de vacances très populaire. Mais ce qui est peut-être le plus étonnant sur l'île de Ré, c'est ce qu'il y a juste au bord du rivage, des vagues carrées. Cet étrange motif de vagues ressemble à un échiquier géant sur l'océan. De nombreux visiteurs de l'île sont captivés par ces vagues et se rendent dans des endroits élevés comme les phares voisins pour prendre des photos de ce phénomène naturel. Ils affirment que lorsqu'on voit ces motifs carrés dans l'eau, c'est presque comme s'il y avait une sorte de grille métallique en dessous. Mais même si ces motifs de vagues sont fascinants, il vaut mieux les admirer de loin et rester hors de l'eau. Pour comprendre comment ces vagues carrées se forment, il est important de savoir comment les vagues se produisent en premier lieu. En général, les vagues peuvent parcourir plusieurs kilomètres à la surface de l'eau en fonction des vents et de la météo. Et même les jours où le temps semble plutôt calme, les tempêtes situées au loin peuvent envoyer des vagues déferlantes qui affectent les eaux calmes du rivage. Lorsque les vagues se déplacent vers les rivages de terre lointaines, on appelle cela la houle, ce qui est différent d'une vague qui se produit à cause d'un vent local. Lorsque deux houles différentes venant de directions différentes se rencontrent, on appelle cela une mer croisée. C'est ce qui génère ces vagues carrées que l'on observe près de l'île de Ré. Bien que ces vagues soient l'une des raisons pour lesquelles les gens affluent sur l'île, ils peuvent tout de même s'attendre à profiter d'eau calme et relaxante la plupart du temps. La mer croisée ne se produit qu'à certaines périodes de l'année, dans des conditions météorologiques spécifiques. De plus, tout le monde sait à Ré qu'il faut éviter l'océan lorsque ces vagues carrées apparaissent, de sorte qu'il n'est pas si fréquent d'entendre parler de victimes qui se sont faites piéger. Et comme beaucoup de gens sur l'île sont des touristes, il y a beaucoup de panneaux pour les avertir de sortir de l'eau pendant cette période. Cependant, tout le monde ne reçoit pas forcément l'information. Il y a eu quelques cas où des personnes ont été prises dans la mer croisée, mais par chance, elles ont réussi à s'en sortir. Ces vagues carrées sont devenues relativement célèbres au fil du temps, étant donné qu'aucun autre endroit au monde ne peut se vanter d'avoir une mer croisée comme celle-ci. En fait, personne n'a jamais repéré de vagues carrées ailleurs qu'au large de l'île de Ré. Pourtant, il existe des houles dans tous les océans du monde, et une mer croisée peut avoir lieu n'importe où. Mais si l'angle avec lequel elles s'approchent l'une de l'autre est plus faible, la vague peut donner l'impression de venir de la même direction, même si ce n'est pas le cas. Sans compter que les houles peuvent perdre lentement leur élan à mesure qu'elles dérivent de plus en plus loin, de sorte que leur crête, ou le sommet de la vague, semble plus ronde et moins définie. Les régimes de vent et de météo spécifiques de l'île de Ré créent les conditions parfaites pour engendrer une mer croisée que les gens peuvent clairement reconnaître. Nous sommes en 2009, en Italie. Depuis sa cuisine, un homme voit des lumières vacillantes. Il sait exactement ce qu'il doit faire. Il emmène sa famille dans un endroit sûr. Quelques secondes plus tard, un énorme tremblement de terre frappe la région. Sa famille a survécu grâce à sa réaction rapide. Il savait que ces lumières vacillantes étaient le signe d'un séisme imminent. Les gens voient ces lumières mystérieuses depuis des lustres, et certains pensaient que c'était une sorte de signe venant de l'espace. Les scientifiques ne les prenaient pas au sérieux, mais après l'invention de la photographie, de plus en plus de preuves de ces étranges lumières sont apparues. Bientôt, ils ont compris le lien. Les lumières apparaissent et, très vite, le tremblement de terre frappe. Après avoir un peu creusé, ils ont en fait trouvé des témoignages très anciens de ces lumières de séisme. On raconte que des flammes bleutées sortaient du sol juste avant un tremblement de terre. Les crabes de l'île Christmas participent à un phénomène étonnant une fois par an. Leur période de migration est déterminée par la phase de la Lune et les premières pluies entre octobre et février, bien que la date précise ne puisse pas être prédite. Une fois que les crabes ont reçu le signal, ils quittent leur habitat dans la forêt et migrent en horde massive vers la mer. Se comptant par millions, on peut observer une mer de crabes rouges bloquant les routes alors qu'ils traversent l'île, se frayant un chemin vers l'océan. Là, ils pondent leurs œufs, puis reprennent leur chemin en sens inverse, retournant dans la forêt jusqu'à l'année suivante. Dans l'état indien de Meghalaya, il y a des ponts qui sont entièrement faits de racines d'arbres vivants. Les ponts sont constitués de ces racines épaisses et enchevêtrées qui sont assez solides pour supporter le poids de plus de 50 personnes à la fois. Les tribus Kasi et Jaintia sont passées maîtresses dans l'art de faire pousser ces ponts insensés. Ils en ont besoin pour traverser plus facilement les ruisseaux qui coulent en contrebas.
Certains de ces ponts racines ont plus de 180 ans. Pour les fabriquer, les membres des tribus prennent soin des racines jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment longues pour atteindre la rive opposée. Cela peut prendre jusqu'à 10 ou 15 ans pour faire pousser un pont. Au cours du processus, les racines s'entrelacent étroitement les unes avec les autres et c'est comme ça que les ponts deviennent si solides. Et une fois qu'un pont est complètement formé, il peut durer plus de 500 ans. Alors que certaines racines se décomposent, de nouvelles poussent continuellement. C'est pourquoi ces constructions naturelles inhabituelles durent si longtemps. Les colonnes lumineuses sont des faisceaux de lumière colorée qui jaillissent de la Terre vers le ciel ou qui brillent depuis les nuages. Habituellement, ils ne se produisent que par temps froid, car ils se forment lorsque la lumière du soleil se reflète sur des cristaux de glace flottant dans l'air. Plus les cristaux sont hauts dans les airs, plus ces colonnes lumineuses et colorées deviennent grandes. Elles sont plus fréquentes au lever et au coucher du soleil. Dans le monde entier, il y a des grottes cachées qui sont remplies de lumière phosphorescente. Cette lumière provient de centaines de vers luisants qui se sont installés confortablement dans ces grottes. Certaines de ces grottes ont plus de 30 millions d'années et la plupart d'entre elles se trouvent en Nouvelle-Zélande et en Australie. Les vers eux-mêmes ne brillent pas vraiment, mais les bébés vers, appelés larves, fabriquent des brins de soie faits de mucus. Ces brins forment des filets et ce sont ces filets qui peuvent illuminer toute la grotte. Leur but est d'attirer des mouches et d'autres insectes savoureux dont les vers luisants se régalent. C'est un beau samedi après-midi et tu fais tes courses dans ton supermarché habituel quand tu tombes sur un paquet gonflé dans l'allée des produits frais. Tu vérifies les informations sur le produit. Il semble avoir largement dépassé sa date d'expiration. Alors, pourquoi cette forme bizarre ? La réponse n'est pas toujours évidente. Pour certains types de produits frais, comme la viande, le poisson ou les fruits de mer, parfois même les salades et le fromage, les scientifiques ont mis au point une chose appelée MAP pour Modified Atmosphere Packaging, soit packaging en atmosphère modifiée en français. Pour que ces types de produits à la durée de conservation relativement courte restent frais le plus longtemps possible, une combinaison de gaz est introduite dans l'emballage. Cela se produit avant même que le produit n'atteigne ton magasin. Un professeur français de l'école de pharmacie de Montpellier a mis au point cette méthode après avoir remarqué que les fruits ont tendance à rester frais plus longtemps dans des conditions de stockage à faible teneur en oxygène. Les types de gaz contenus dans les emballages MAP peuvent varier d'un produit à l'autre. Mais l'idée principale est de réduire la teneur en oxygène, généralement remplacée par de l'azote ou du dioxyde de carbone. N'oublie pas qu'un sachet de salade gonflé, même s'il n'a pas encore dépassé sa date de péremption, n'est pas forcément bon à consommer. Les gaz à l'intérieur du sac peuvent être un signe que le produit est avarié. C'est pourquoi la meilleure chose à faire lors de tes achats est de vérifier que le produit ne soit pas périmé. S'il n'a pas dépassé la date, vérifie s'il y a des odeurs inhabituelles ou si l'emballage est endommagé. Si quelque chose te semble anormal, il est préférable de ne pas prendre de risques. Tu peux t'adresser à n'importe quel employé du magasin si tu as des questions ou des inquiétudes. De nos jours, la plupart des supermarchés ont une disposition qui permet un ordre d'achat logique, comme acheter les articles non périssables en premier, puis ajouter les produits réfrigérés ou congelés, et finir par les fruits et les légumes afin qu'ils ne se retrouvent pas écrasés au fond de ton panier. Et pendant qu'on parle des fruits et légumes, essaye de les acheter le matin si possible. Ceux qui sont restés là toute la journée peuvent perdre un peu de leur forme et de leur texture, tandis que d'autres peuvent être un peu flétris. Maintenant, un petit conseil sur la gestion des déchets. N'achète jamais plus d'aliments que tu n'as l'intention de consommer en une semaine. La plupart des fruits et légumes ne durent même pas aussi longtemps. Alors, il est préférable de ne pas céder à toutes tes envies. Faire les courses et l'estomac plein peut aussi t'aider. Tout comme faire les courses avec une liste préétablie des choses que tu dois acheter. Inspecter minutieusement l'emballage de chaque produit peut aussi t'épargner des tracas plus tard. Les produits réfrigérés doivent être frais au toucher, tandis que les produits congelés doivent être solides et sans signe de fuite. Lorsque tu rentres chez toi, assure-toi de réfrigérer tous les produits qui doivent l'être dès que possible. En général, ils ne doivent pas rester hors du réfrigérateur pendant plus de 2 heures. Sinon, leur qualité risque d'en être altérée. Acheter des herbes aromatiques en pot n'est peut-être pas la première chose sur ta liste, mais c'est sûrement quelque chose à envisager. Non seulement elles sont disponibles pour un prix modique, mais elles sont aussi faciles à cultiver et à entretenir. Imagine un joli jardin d'herbes aromatiques juste là, sur ton balcon ou même dans ta cuisine. Ne serait-ce pas agréable ? Tu auras toujours du basilic frais pour couronner un plat de pâtes. Et tant que tu es encore au magasin, n'oublie pas d'acheter des filtres à café.
Tu n'as peut-être pas de machine à filtre chez toi, mais ils ont beaucoup d'autres utilisations possibles. Ils peuvent servir à filtrer les liquides, à empiler en toute sécurité la porcelaine délicate dans tes armoires, ou même à polir tes fenêtres ou tes chaussures. Si tes fruits et légumes préférés sont en solde, mais qu'acheter de grandes quantités impliquerait de les gaspiller, pense à les congeler. Tu peux faire des réserves pour les smoothies, surtout pour la saison froide, où les options sont limitées en termes de fruits frais. Et ne te contente pas d'attraper la première chose sur le rayon, surtout si elle risque de se gâter rapidement. Les magasins réapprovisionnent leurs produits selon le principe du premier entré, premier sorti. Les articles au fond de l'étagère sont donc toujours un peu plus frais. Il en va de même pour le thé si tu le préfères au café. Opte plutôt pour des feuilles de thé en vrac. Non seulement tu réduiras tes dépenses, mais tu pourras aussi faire tes propres mélanges maison. Le thé en feuilles a également un goût plus prononcé que le thé vendu en sachet. Pour ce qui est des autres articles ménagers, fais des réserves d'ampoules, de serviettes en papier et de piles. Il y a de fortes chances que tu aies un jour besoin d'un de ces articles, c'est pourquoi il est préférable de les acheter en grande quantité lorsqu'ils sont en solde. Ils ne seront jamais gaspillés et, avouons-le, c'est toujours ennuyeux lorsque la télécommande de la télévision ne fonctionne plus, mais que tu n'as plus de piles. Essaye de réduire le nombre de fois où tu vas faire des courses pour n'acheter qu'un seul article. C'est inefficace et tu finiras probablement par acheter des choses dont tu n'as pas vraiment besoin. Cette liste de courses commence à avoir beaucoup plus de sens maintenant, n'est-ce pas? Une autre liste qui vaut la peine d'être faite, celle qui contient tout ce que tu as dans ton réfrigérateur. Essaye de créer une telle liste au moins 2 fois par semaine. Planifier tes repas au moins une semaine à l'avance t'aidera aussi à réduire les achats impulsifs. Si tu sais déjà ce que tu mangeras pour le dîner de mercredi, pourquoi ajouter autre chose au panier si c'est inutile? En même temps, essaye d'être créatif avec tes restes. Pourquoi les jeter alors que tu peux les mélanger et les assortir, ou ajouter quelques herbes ou des saveurs supplémentaires pour les rendre meilleurs? Range tes restes dans des récipients transparents pour plus de visibilité, et n'aie pas peur de prévoir un repas de restes pendant la semaine. Il est tout aussi agréable de les considérer comme des ingrédients plutôt que comme de vulgaires restes. Utilise les restes de pâtes ou de légumes cuits à la vapeur pour faire une tortilla ou une omelette. Mélange tes légumes cuits avec quelques tomates pour créer une sauce pour les pâtes. Prépare des wraps pour le déjeuner du lendemain avec n'importe quoi, du riz à la viande en passant par les légumes. Si tu cherches vraiment la méthode la plus simple pour conserver les restes, tu peux toujours les transformer en soupe. L'accompagnement de légumes de la veille au soir peut se transformer en un déjeuner sain si tu ajoutes simplement une boîte de bouillon et que tu mixes le tout. Même une miche de pain vieille de 2 jours peut être sauvée si tu la coupes en diagonale, que tu saupoudres les tranches de quelques herbes et d'huile d'olive, et que tu les mets au four pendant quelques minutes. Tu auras alors de beaux croûtons faits maison pour ta soupe de reste. Un peu de jugeote en matière d'étiquette ne fait jamais de mal à personne non plus. Sois à l'affût des ingrédients dont tu n'as jamais entendu parler ou de ceux que tu ne peux pas prononcer. Il faut généralement éviter les produits dont l'emballage contient plus de 5 ingrédients. Même la façon dont tu portes tes courses au supermarché peut avoir un impact sur ce que tu achètes et comment. Si tu préfères les paniers au caddie, tu es plus enclin aux achats impulsifs. C'est ce qu'affirme une étude publiée par le Journal of Marketing Research. Cela se produit en raison de l'effort que tu fais pour transporter réellement les articles. En choisissant un caddie, tu seras probablement assez à l'aise pour évaluer suffisamment de produits et lire attentivement les étiquettes. Lorsque ta liste de courses n'est pas trop longue, opte pour la caisse automatique si elle est disponible. Des études ont montré que les achats impulsifs sont réduits jusqu'à 32% si tu dois scanner tes propres articles en sortant. C'est parce que la ligne de caisse normale est spécialement conçue pour t'empêcher de laisser des articles que tu aurais pu reconsidérer. Il n'y a littéralement aucun endroit où tu peux déposer tes articles non désirés, en dehors de ton panier, et s'il y a quelqu'un d'autre qui fait la queue derrière toi, bonne chance pour revenir en arrière. La disposition des aliments sur les étagères peut aussi représenter une menace pour ton budget et tes habitudes. Comme les gens sont plus enclins à acheter les articles qu'ils voient en premier, les produits les plus chers sont placés à hauteur des yeux et les options économiques sont placées sur les étagères du haut et du bas. Prends ton temps et scrute les allées qui t'intéressent. Tu seras surpris de voir que la plupart des articles placés sur les étagères supérieures ou inférieures sont souvent non seulement plus économiques, mais aussi moins riches en additifs ou arômes artificiels. Bref, fais attention, les supermarchés sont une véritable jungle. Tu ouvres ta boîte aux lettres et tu vois une feuille de séchage. Elle n'a aucune utilité là-dedans, alors tu l'enlèves. N'est-ce pas? Erreur. Laisse-la où elle est. Tu rendras un grand service à ton facteur. Voici pourquoi.
Tu penses peut-être que les chiens sont les seules créatures qui causent des problèmes aux facteurs lorsqu'ils distribuent ton courrier, et tu n'as pas complètement tort. Selon un sondage, plus de 5800 facteurs américains ont eu des démêlés désagréables avec des chiens en 2020. Mais ils ne sont pas le seul désagrément pour les facteurs qui essayent juste de faire leur tournée en toute sécurité. Les facteurs laissent souvent ces feuilles de séchage dans les boîtes aux lettres pour se protéger des guêpes. Cela peut sembler bizarre, mais en moyenne, une personne peut s'attendre à être piquée par une guêpe environ 5 fois dans sa vie. Et c'est un événement bien plus probable que de se faire mordre par un chien. Mais pourquoi la feuille de séchage éloigne-t-elle les guêpes? C'est assez simple, les guêpes ne supportent pas son odeur. Elle est bien trop intense pour elles, alors elles s'en éloignent le plus vite possible. C'est plutôt logique, étant donné que les feuilles de séchage sont destinées à rafraîchir nos vêtements et à leur donner une bonne odeur. On peut donc s'attendre à ce qu'elles aient un parfum prononcé. Et soyons francs, ce n'est qu'une perturbation mineure dans la vie d'une guêpe. Heureusement, car elles n'ont pas vraiment le temps de s'en inquiéter davantage. En moyenne, les guêpes ont une durée de vie extrêmement courte. La plupart ne vivent pas plus de 22 jours. Bien sûr, cela ne s'applique pas à la reine, qui vit parfois jusqu'à une année entière. Il est d'ailleurs amusant de penser que les guêpes, bien qu'elles vivent si peu de temps, ont probablement plus de liens avec les facteurs qui essayent de les éviter qu'avec leur reine tant vénérée. C'est parce que leurs 22 jours de vie sont entièrement consacrés au travail. Elles ont chacune leur fonction propre, qui tourne essentiellement autour de la construction d'un nid adapté pour assurer la protection de la reine. Dans le nid, il y a 2 types de guêpes. Les faux bourdons, qui sont les mâles, et les ouvrières, qui sont les femelles. Ces dernières sont des créatures extrêmement diligentes. Les ouvrières commencent leur vie en aidant à nourrir les larves en développement. La larve est un insecte immature, fraîchement sorti de l'œuf, qui n'a pas encore pris sa forme adulte. Cette étape de la vie de la guêpe ouvrière dure généralement 3 à 4 jours. Après cela, elle commence à effectuer des tâches qui impliquent de sortir du nid, comme aller chercher de l'eau ou rapporter des matériaux en bois dont sont faits les nids. L'eau qu'elle rapporte est ensuite crachée par les guêpes ouvrières et utilisée pour agrandir l'entrée. L'eau se mélange avec le matériau qui doit être retiré et forme des boulettes qui sont ensuite transportées hors du nid. La guêpe ouvrière va ensuite se concentrer sur la construction du nid lui-même avant de jouer le rôle de cueilleuse de nourriture. Les guêpes tirent leur énergie du nectar ou du miel et leurs protéines des insectes ou des animaux. Et pour prouver encore davantage la nature altruiste de ces petites ouvrières, elles n'ont même pas les enzymes nécessaires dans leur corps pour leur permettre de digérer la plupart des aliments qu'elles récoltent. C'est parce que la majorité de la nourriture qu'elles rapportent est destinée aux guêpes non développées, connues sous le nom de larves dont nous venons de parler. Heureusement, les guêpes ouvrières reçoivent une sorte de récompense pour leur diligence. À partir de la nourriture que les larves digèrent, elles obtiennent une substance crémeuse qui ressemble à une soupe. Cette substance contient toute l'énergie dont les guêpes ouvrières ont besoin pour continuer à accomplir leurs tâches. Ce type d'échange de nourriture est appelé alimentation par trophalaxie. C'est un élément clé du contact social entre les ouvrières et les jeunes larves en développement. Lors de la plupart des voyages de recherche de nourriture, les guêpes ouvrières s'éloignent jusqu'à 300 mètres du nid. Mais des études ont montré que certains voyages peuvent se poursuivre sur plus de 800 mètres. Les guêpes ouvrières se suivent même jusqu'aux sources de nourriture connues. Elles finissent généralement leur vie à l'intérieur du nid. Mais loin de se détendre en profitant d'une retraite bien méritée, elles assument leur ultime rôle, qui est de garder l'entrée du nid. Comment la vie d'une guêpe ouvrière femelle se compare-t-elle à celle d'un faux bourdon mâle? Eh bien, leurs homologues masculins sont en fait assez paresseux en comparaison, et ce malgré leur plus grande taille. Les faux bourdons mesurent en moyenne plus d'1 centimètre de long, alors que les guêpes ouvrières femelles sont généralement plus petites qu'1 centimètre. Les faux bourdons sont également plus colorés, ont de longues antennes tombantes et n'ont pas la capacité de piquer. La reine est plus grande que tout le monde et mesure environ 2,5 cm de long. Pourquoi dit-on que les faux bourdons sont paresseux? Eh bien, pendant que les guêpes ouvrières sont parties chercher du bois, de l'eau ou de la nourriture, on peut souvent trouver les faux bourdons bien au chaud dans le nid, mettant leur tête dans des cellules vides avec seulement leur queue visible. Font-ils quelque chose pour le bien commun? Pas vraiment. Il est plus probable qu'ils fassent simplement une petite sieste. Lorsqu'ils ne font pas la sieste, on sait qu'ils aident à distribuer la nourriture aux larves en allant de cellule en cellule et en introduisant les repas dans leur bouche ouverte.
Les faux-bourdons, dont la plupart pèsent entre 10 et 19 mg, essayent aussi de faire leur part du travail d'une autre manière. Ils emportent et éliminent les déchets qui peuvent s'accumuler à l'intérieur du nid. Ces nids où la reine, les faux-bourdons et les ouvrières coexistent durent généralement entre 3 et 4 mois. Ils se désagrègent en hiver lorsque les nouvelles reines s'envolent pour hiberner. Le reste des guêpes et le nid lui-même luttent pour survivre aux rudes conditions de l'hiver. Tout comme les nouvelles reines, des études ont montré qu'à peine 2 reines sur 4500 parviennent à passer la période d'hibernation. Ce n'est pas seulement à cause des conditions climatiques froides. Les reines trouvent des endroits sombres et secs pour hiberner, comme une fissure dans le mur d'une maison. Elles rentrent soigneusement leurs antennes entre leurs pattes et mordent toute surface se trouvant devant elles afin de s'accrocher fermement. Cela les rend extrêmement vulnérables aux autres insectes, comme les araignées. Mais les reines chanceuses, qui profitent d'un long sommeil pendant la période d'hibernation, se réveillent généralement au printemps et commencent à construire un nouveau nid. Une reine peut voler jusqu'à 75 km juste pour trouver l'endroit parfait, chaud et sec. Les greniers et les toits font souvent l'affaire. La reine produira ensuite de nouvelles ouvrières et de nouveaux faux-bourdons et le cycle de vie des guêpes se reproduira. Si tu tombes sur un nid de guêpes, il est préférable de le laisser tranquille. Tu ne peux pas toujours savoir quel type de réaction tu feras à une piqûre de ces créatures. Et qui dit que juste une seule te piquera ? Un nid de guêpe moyen peut contenir jusqu'à 10 000 membres pendant le pic de l'été. Il est préférable de laisser le nid au service anti-nuisible. Mais quelles précautions peux-tu prendre pour éviter toute rencontre malheureuse avec des guêpes ? Il convient de remercier les facteurs de nous avoir sensibilisés aux feuilles de séchage, mais que pouvons-nous faire d'autre ? Tu peux commencer par ne pas laisser traîner de nourriture, c'est le principal aimant à guêpes. Que ce soit des aliments pleins de protéines, comme le poulet, ou des sucreries comme la crème glacée. Assure-toi de laver ta vaisselle, de couvrir les aliments que tu gardes pour plus tard et de ranger les restes dès que tu as fini de manger. Alors que les guêpes détestent l'odeur des feuilles de séchage, des choses comme les fleurs et les fruits plaisent beaucoup à leur odorat. Tu dois faire attention aux parfums, lotions ou produits de soins capillaires que tu utilises. Les guêpes peuvent les confondre avec du nectar lorsqu'elles sont à la recherche de nourriture. Tu peux aussi avoir du sens pratique dans ta stratégie de défense contre les guêpes. Tu peux utiliser tes vêtements à ton avantage. Porte des manches longues et des pantalons, ne porte pas de sandales. Tu peux éviter d'attirer inutilement l'attention de toute guêpe en portant des vêtements rouges, car c'est la seule couleur de l'arc-en-ciel qu'elles ne peuvent pas voir.